Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est un podcast campagne sur les 2 premières épreuves de Sens Mort avec mes joueurs préférés. Antoine est avec nous. Antoine, ça va, il a le crayon dans la bouche, il vient de le jeter. Antoine est à la pêche, Hein ? faut le dire. D'accord, Antoine était à la pêche, très bien. Je sais pas pourquoi il dit ça. Audrey, ça va à la pêche ? Ouais, je vais très très bien. Ça va avec Julien ? Salut Romaric, ça va. Ça va. Et nous sommes avec Amir. Bonjour. Tous ces personnages extraordinaires. Donc on rappelle, Antoine qui joue donc le personnage de Ridger dans cette campagne, un rocker créatif et chaotique. Nous sommes également avec donc Audrey qui joue le personnage de Alexia Darkis, mais en fait on t'appelle Lexa, parce que t'aimes pas trop ton vrai prénom apparemment, qui est donc une fine psychologue qui cherche à percer les mystères déteste des immortels à grands coups de lame dans leur gueule. Donc nous sommes avec Julia également qui joue donc le Quadrilla, au cours de Sens Renaissance tu es transformé en Quadrilla. Kerry, Keri-san, ouais. une Quadrilla. Donc au début Kerry-san, je croyais que c'était le san de japonais de cher maître et compagnie là, vous savez, cette espèce de marque de politesse. Et en fait j'ai appris que c'était ton nom de famille. Oui, en fait, ça a peut-être été ça historiquement, mais c'est devenu un nom de famille. Ah d'accord. Il y a très longtemps. D'accord, ok. Et puis Amir, qui joue plutôt, on va dire, le scientifique, biologiste, le chercheur de la team, enfin le trouveur, parce que t'es assez... Le bon élève aussi. Voilà. Milan Arques. Voilà pour rapidement la représentation des personnages. Bon, alors, c'est l'aîné, la première épreuve, déjà. On a essayé de faire une petite session solo avec vous. On a essayé de faire des petits solos, c'est-à-dire je vous ai essayé de vous demander de décrire des choses que vous faisiez avant de vous embarquer sur la Lune. Et ça a déjà, à mon avis, posé quelques petits problèmes. C'est-à-dire qu'on a réalisé que la manière dont on se voyait, dont on se rencontrait pour faire ces épreuves n'était pas très propice au scénario solo. Et que du coup, parfois, pendant que l'un faisait son solo, les autres pouvaient parfois s'ennuyer un petit peu. Ça... Sur le ce que j'appelle le pré-interlude, c'est-à-dire Attention à ton micro, faut le rapprocher bien. sur le pré-interlude, ça m'a pas trop choqué. Par contre, on s'est aperçu qu'on avait été un peu vite éventuellement dans les solos. Voilà. C'est-à-dire que chacun avait décrit rapidement ce qu'il faisait, mais ce qu'il faisait en dehors du groupe. Et par exemple, on en discutait ce matin, ce qui se passait dans le groupe, c'était pas clair à cette période-là. Est-ce qu'on était partis chacun de notre côté? Est-ce qu'on gardait des contacts réguliers? C'était pas... Voilà. Mais sinon, je pense que ça a été hyper important, je pense, pour chaque personnage, de voir qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant que la Terre était en train de refleurir, comment ils se positionnaient les uns et les autres, avec en plus des postures, en y réfléchissant, qui sont un peu bizarres. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup dérangé, parce qu'en tant que meneur de jeu, je suis assez sensible en fait, au fait... est-ce que les joueurs s'amusent ou pas? Est-ce qu'ils jouent ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dans la partie ou pas? Par exemple, on spoilera rien en disant qu'à la fin de la deuxième épreuve, comme on était tous un peu fatigués, j'ai bien vu qu'à un moment donné, Audrey ne jouait plus, en fait, qu'elle était en dehors de la partie, parce qu'elle était vraiment crevée et compagnie. Et ça, moi, en tant que meneur de jeu, ça a tendance à me gêner, parce que je me dis, on peut pas jouer s'il y en a un qui s'ennuie, quoi. J'ai tendance à vouloir que toute la table... De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. C'était la 3e épreuve. Oui, deuxième, troisième. En fait, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas vraiment commencé la 3e épreuve. Ah, d'accord. C'était plutôt, en fait, moi j'ai plutôt vu les dernières choses qu'on a faites comme les scénars solo qui suivent la 2e épreuve. D'accord. D'accord. Okay. Vous avez vraiment, en termes d'histoire, vous n'avez pas commencé la 3e épreuve. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, moi je suis à la 3e épreuve de Sens Mort, ne parlez pas avec lui. Ah, attends, il y a un parasite là. Il y a quelque chose qui parasite. Ah non, il n'y a plus rien là. Attends, parce qu'il a coupé. Trop bizarre. Bon allez, on reprend le fil de notre campagne là. Donc encore une fois, si vous croisez quelqu'un qui vous dit je suis à l'épreuve ne lui parlez pas. C'est parce que vous n'y êtes pas en fait. Vraiment, là c'était vraiment les solos de l'épreuve 2. Mais voilà, donc ça, moi ça m'a un peu dérangé. En tant que meneur de jeu, je dois dire le fait que je sois obligé en fait de faire des solos alors que vous êtes tous autour de la table. C'est vrai que c'est logiquement quand on se revoit en fait autour de la table à Sens Mort, on avance dans l'histoire. Donc il y a tous ces éléments justement, Audrey, que tu aimes bien, avec les interactions avec les immortels, l'enquête qui avance, voilà. Alors bon,
c'est vrai on disait que la fiction des 2 premières épreuves en elle-même ne prenait pas beaucoup de temps, mais ça vaudrait peut-être quand même le coup pour vous de la raconter, ne serait-ce que pour qu'on puisse entendre ce qui vous a marqué dans ce début de Sens Mort. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce début de Sens Mort ? Qu'est-ce qui se passe dans Sens Mort qui fait qu'on entre dans un autre jeu que Sens Renaissance ou... Qui veut commencer ? Antoine. Alors, nous, on a vraiment vécu ça, je pense, comme une réelle continuité et pas une rupture. Moi, je m'attendais justement à avoir plus de rupture entre le premier et le deuxième livre, mais ça tient peut-être aussi, parce qu'on en a discuté un petit peu hors des micros, du fait que tu nous as lâché des éléments en avance, et ce qui a fait une passation beaucoup plus naturelle entre Renaissance et Mort. Ouais. En fait, c'est ça. Je me suis aperçu que, par exemple, pour donner un exemple concret de ce que tu signales, la transformation en quadrilla qui doit n'avoir lieu qu'à Paris et à Berlin, moi, je l'ai fait avoir lieu à Graveur. C'est-à-dire que dès Graveur, le bug commence à retirer son armure et à voir apparaître ses foudres de quadrilla. Donc on sait qu'on va avoir un quadrilla à la team au milieu de Sens Renaissance. Et du coup, c'est vrai que toute la fin de Renaissance, la dimension remise en cause existentielle, le chemin a été fait. Exactement. Le quadrilla, enfin en tout cas Kerry, arrive presque trop prête. C'est ça. Ce qui lui donne tout de suite une dimension un peu inhumaine, je trouve. Parce qu'elle a déjà décidé que de toute façon, elle n'avait plus grand-chose à perdre. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, c'est bon ça. Pour moi, il y a une vraie rupture entre les deux. Alors évidemment pas au niveau de la narration ou du scénario, mais il y a une vraie rupture parce que Sens Mort, c'est pour Lexa, disons que le voyage, à partir du moment où on voyage sur Séléné, c'est vraiment la désagrégation d'un certain nombre de choses auxquelles elle pouvait se raccrocher avant. Notamment par exemple les tensions au niveau du Conseil de la Résistance entre Maria et Soren, mais aussi la trahison de Wilfrid qu'elle a senti poindre. Tu avais carrément fait un message sur Facebook en disant... Oui, on a commencé à jouer un petit peu avant de venir, en fait, notamment avec Antoine et avec Amir, en s'envoyant quelques théories sur Facebook. Ouais. Donc moi, je lis sur Facebook la chose suivante. Elle dit, je pense que les immortels sont attirés 2 à 2 parce qu'ils sont en fait des incarnations des runes opposées. Donc Soren est avec Céline, donc la vie est avec la mort. On suppose que Classis et Azilis sont liés, ont un lien très très fort, donc le néant et la création. Je crois même que c'est dit à un moment donné. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est toi qui as créé un objet qui permet à nouveau le parasite. C'est ouf. Ah putain, tu l'entends. Attends, excuse-moi, mais... Ah puis là, on le voit en plus. Ah ça y est, il a cessé. Non, j'ai pas de parasite. Ouais, il a cessé. C'est peut-être là-dedans qu'elle parle. Non, je pense qu'Antoine, ce serait toi qui devrais aller... Non, parce qu'il apparaît, le parasite apparaît dans... Le parasite apparaît dans le... Complètement ouf. Donc on est à moitié poursuivi par une espèce de malédiction là. N'éteins pas toi. Je viens de rallumer. Ok, parce qu'on entend. On entend en fait quand t'as lu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc on parlait de les runes qui s'attirent 2 à 2. Et donc tu mettais sur Facebook. Donc je pense que Miphos et Wilfrid vont se retrouver attirés l'un par l'autre. Et donc je pense qu'il y a une trahison à venir. Et ce qui est génial, c'est que moi j'étais en train de feuilleter Sens Mort à ce moment-là. Je dis c'est bien. Elle n'a pas besoin de faire le prochain scénar, quoi. C'était exactement ça. C'est-à-dire que la première chose qui se passe dans Sens Mort, c'est ça, c'est que Wilfrid va trahir le groupe, ou en tout cas rejoindre l'ennemi, qui est parce que on découvre. Ça a fait mal quand même. T'aurais préféré avoir tort. Pardon ? T'aurais préféré avoir tort. Oui, j'aurais préféré avoir tort, ouais, bien sûr. Et donc toi, ou plutôt, j'aurais préféré qu'on puisse le retenir. Alors, ça aurait rajouté du jeu. D'autant que c'est quand même toi qui étais le plus attaché à Wilfrid. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner avec lui, à discuter avec lui, etc. Donc ça fait mal. Alors justement, c'est un aspect sur lequel j'ai bien insisté. Allez, on va rester sur les problématiques de Sens Mort. Donc toi, pour toi, Audrey, il y a vraiment une dimension. Il y a une différente. rupture dans l'histoire en fait, très forte. Et puis après, on découvre Séléné avec toutes ces horreurs, tous ces vices, toute cette inhumanité
comment est-ce qu'on va faire pour sauver l'humanité de ces gens s'ils sont si inhumains? C'est juste un monde normal, non? C'est Sens Renaissance, en fait, qui est un monde pas normal, dans lequel il y a des gentils résistants et des vilains. En fait, c'est juste qu'on arrive dans la réalité, quoi. En fait. Ouais, on a quitté les bisounours pour les en faire. On était protégés jusqu'à présent parce qu'on était au milieu de la résistance. Et protégés par les quadrillas aussi, par l'action des quadrillas de vie, qui nous ont un peu maintenus dans ce cocon et couverts, de manière à pouvoir s'ouvrir un petit peu sur Séléné. L'équipe s'enrichit d'un nouveau membre, hein, la personne de Météor. Et de Fluvius. Fluvius, il était déjà là. Ouais, exact. Mais ce qui transparaît là-dedans, c'est que si vous sentez moins la rupture par rapport aux autres tables, c'est parce que profondément, Sens Renaissance m'emmerde. Et putain, mais c'est encore... Le parasite, il fait des trucs, il part... Je me demande, c'est trop bizarre. Bref, c'est que profondément, en fait, Sens Renaissance m'emmerde, mais à fond. Et donc, du coup, je veux introduire des Sens Renaissance, des problématiques de sens mort, pour que ce soit juste intéressant, quoi, pour moi. Parce que sinon, je trouve que c'est juste une longue exposition, finalement, de l'univers et compagnie. J'y repensais, mais en fait, il y a un autre élément qui fait remonter quasiment Sens mort au tout début du premier scénario de Renaissance, qui pour moi est Charlie. Parce que dès le début, mon personnage se retrouve à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et ça, c'est une thématique qui me semble être extrêmement présente. Oui, mais non. D'accord. Parce que ça, alors donc ça, c'est prévu par Sens Renaissance. La différence, c'est que Charlie représente un aspect humoristique de l'univers. Les scènes avec Charlie, c'est un peu les scènes de détente dans lesquelles, en fait, on sait qu'il va rien se passer de très très grave. Et dans le fond, si ton personnage n'était pas devenu quadrilla, il se serait jamais rien passé de grave, tu vois. Ça aurait été juste une relation frangine à frère normal et, à vrai dire, assez rassurante, tu vois, parce que... oui, mais d'une certaine manière, c'est tellement... Enfin, pour moi, ça reste un personnage... Putain, mais merde! Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il y a ce bug? C'est les rôlistes dans la cave et Radio Rollis qui essayent de pirater ton système. Il y a un parasite, c'est ça, exactement. Mais oui, mais c'est eux. Non, donc là, vraiment, je pense que ça en serait resté une relation frère-sœur. Ça restait quand même... ça restait une thématique qui était proche du buveur. C'était... il était dans... il vendait de la drogue, il prenait le mauvais chemin. Du point de vue de la grande sœur, c'était quelque chose qui la touchait, qui l'inquiétait quand même. Pour mon personnage, il y avait déjà une inquiétude et la thématique de... il y a quelqu'un que j'aimerais bien sauver, puis j'y arrive pas. Alors, effectivement, pour tous les autres personnages, c'était un alter ego humoristique. Pour mon personnage, ça a jamais été très drôle. Ouais, d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour autant, là, ça devient... C'est-à-dire que c'est pas... Là, avant, c'était pas très drôle. Oui, non, là, ça devient tragique. Tout à fait. C'est ça, la différence. Non, on est d'accord. Il est pas mort. On a changé de degré. Voilà, pour l'instant, il est pas mort. Il y a une montée de degré, mais c'est une thématique qui était déjà présente, entre guillemets, dans qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'elle était aussi proche des autres bugs, c'est que son frère, il veut pas être sauvé. Les autres bugs, ils voulaient bien qu'on l'aide. Si on écoute les podcasts précédents, il y a plusieurs moments où finalement vous dites bon, mais putain, c'est pas vrai. Il y a vraiment quelque chose qui parasite, quoi. Je suis désolé. Il n'y a pas un PC qui se met en marche. Là, ça y est, c'est fini. C'est vraiment chelou. Hein. Et je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça me fait penser à un parasite qui va nous faire chier pendant tout le truc. Les bugs, il y en a marre. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça t'invite des bugs à la table, faut pas t'étonner après. C'est ça. On parlait de Charlie, on disait quoi déjà? On parlait de la continuité entre l'opus 1 et l'opus 2, enfin entre Renaissance et Mort, et de quelles étaient les thématiques qui avaient déjà été introduites dans l'opus dans Renaissance, et comment est-ce que pour certains ça faisait continuité ou pas en fait. Sur ton micro, faut vraiment que tu le rapproches. D'accord. Comment est-ce que ça faisait continuité ou pas entre Renaissance et Mort selon les personnages. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où on disait dans les podcasts précédents que Kerry était le personnage central de l'histoire de Sens Renaissance. Et je note là un attachement particulier de votre table à l'histoire des personnages. C'est-à-dire que ce qui vous intéresse, c'est à travers un jeu de rôle traditionnel, un scénario, on va dire, classique, d'avancer de l'histoire. L'histoire avance, le MJ déroule son histoire, mais au sein de cette histoire, vos personnages vont vivre des trucs forts pour eux et pour leur relation entre eux.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Sens Renaissance en théorie. D'accord. Et c'est quelque chose qui n'apparaît que dans Sens Mort, en fait. Où vraiment, on va se concentrer. Une des premières phrases de système de Sens Mort, c'est genre, maintenant, les personnages sont au centre de l'histoire. Alors qu'avant, ils se contentent d'assister à des événements, en fait. Ils assistent au conseil, ils assistent à la mort de Gladius, ils assistent, quoi. Ils assistent à la bataille de Finnfinger contre Cranisten, ils assistent, en fait. Alors, il y a une scène où ils n'assistent pas, c'est Graveur. Et ils sont proactifs, bien sûr. Parce que moi, j'allais dire que dans Sens Mort, on assiste à la trahison de Wilfried. Oui, complètement. Tout à fait, mais c'est vrai que nous, notre groupe de joueurs, je crois, avait beaucoup envie de ça. Et donc, très tôt, dans des Renaissances, on s'est beaucoup posé la question comment est-ce que les relations et l'histoire de chaque personnage s'écrivaient au fur et à mesure des épreuves qu'ils croisaient. Le brief de Ryger, qui était notre chef d'équipe, au petit déjeuner, en retour des fragiles, par exemple, avait été un des moments forts, hein, où il posait la question de sa place de chef, de son rapport au quadrilla, et on se posait vraiment la question, il avait vraiment posé la question à tout le monde, en quoi est-ce que ce qui vient de nous arriver va faire que le groupe va continuer ou pas, va continuer sous cette forme ou pas. C'est ça. Et je trouve que dans Mort, justement, cette problématique, on l'a pas suivie. Et on a pas plus... encore. Alors, pas encore peut-être, mais aujourd'hui, ce qu'on en ressort de ce week-end et de ces 2 scénarios et demi, c'est avant tout que on va tisser nos liens avec les PNJ beaucoup plus et peut-être moins entre nous. Donc on a un peu sacrifié cette cohésion de groupe au profit des liens qu'on pouvait avoir avec des personnages extérieurs au groupe. Intéressant. Je pense que ça vient aussi de ce que tu disais, Julien. qui était que on n'avait pas, notamment parce qu'on se voit sur un week-end, on a moins de temps pour les scénarios individuels. D'accord. Et que donc on fait les scénarios individuels dans le temps de jeu normal, et du coup il y a des parties des choses qu'on passe sous silence. Enfin, ça c'est une des discussions qu'on essayait d'avoir ce matin. Pour moi c'était évident que mon personnage restait en contact régulièrement avec les autres, parce que comme il doit vivre une partie de son temps dans l'ombre monde, c'est important quand ils reviennent de maintenir les liens. Parce qu'il peut plus manger avec eux, il peut plus dormir avec eux, et en fait comme je l'ai pas joué, comme j'ai juste cité une fois ou deux, pour plein d'autres personnes, pour les autres personnages, en tout cas pour les autres joueurs, c'était pas du tout évident, et eux ils ont pas eu la même narration, enfin la même fiction à ce niveau-là, le même contenu fictionnel. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire là. Il y a quelques trucs sur lesquels tu es revenu, Amir, et Audrey un petit peu aussi. C'est cette histoire de Wilfried qui part et on assiste à son départ. Attention, la grande différence par rapport à Sens Renaissance, c'est que dans Sens Mort, je vous ai bien dit qu'il y avait des scènes sur lesquelles, des événements sur lesquels vous n'auriez pas d'impact. C'est-à-dire que le contrat social est plus clair, en fait. J'en suis bien conscient. Et ça, c'est très important pour le changement d'ambiance, en fait. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas influer. Malgré tout, le contrat social est une chose, la frustration en est une autre. C'est bien. C'est pas parce qu'on ne peut pas influer dessus qu'on ne peut pas les jouer et qu'on ne peut pas les ressentir, et que ça ajoute pas du jeu surtout. Tout à fait. Bien sûr. Heureusement, pour moi, les cinématiques, c'était juste chouette et ça n'a pas du tout cassé quoi que ce soit. Enfin, je sais que c'était une de tes craintes un petit peu au début de Sens Mort. Oui. Non, pour moi, ça rajoute du jeu. Hein. Quand tu lis les rapports de partie de Sens, tu comprends. Enfin, si, évidemment, tu n'as pas le droit de les lire, mais le jour où tu pourras les lire, tu verras pourquoi mes craintes sont nourries. Parce qu'il y a des tas de tables sur lesquelles ça pose des problèmes énormes. Quoi. Il y a des gens qui disent non, mais c'est dégueulasse. Il y a un tout petit... alors, je ne sais pas exactement... j'ai l'impression qu'il y a toute petite contradiction dans le contrat social, parce que d'un côté, on nous dit il y a des choses auxquelles vous ne pourrez rien faire, et à la fois, on nous dit attachez-vous vous allez avoir le temps de vous attacher aux personnages que vous croiserez. C'est la construction des liens. Oui, c'est ce que le contrat social inclut la construction des liens. Donc, ça dit créer des liens avec les autres personnages, joueurs, non-joueurs, avec des idées ou des choses comme ça. Et à la fois, ça dit, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels vous pourrez rien faire. Donc, cette idée que si on essaye, il y a des trucs qui changeront rien.
ça va plutôt vers je me lie pas trop parce que je vais souffrir. Et donc il y a une petite contradiction là où je pense qu'en tant que joueur, en plus, c'est difficile de fixer le curseur. Je trouve qu'il n'y a absolument aucune contradiction. Audrey. Voilà, je serai la voix de l'opposition aujourd'hui, je crois. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je crois que c'est ce qui définit en tout cas les 2 premières épreuves de Sens Mort. Et comme dans la vraie vie, eh bien, c'est pas parce qu'on tisse des liens que on a du répondant en face. Et donc le côté cinématique, pour moi, il est tout à fait attendu, tout à fait normal. Enfin, je veux dire, l'effet de bord que ça, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément le répondant qu'on attend en face. Mais en même temps, c'est pareil. C'est exactement comme quand on essaye de tisser des liens. Parfois, ça marche pas. Voilà. Ouais. Il y a quelques moments où c'est pas fait pour marcher comme on le souhaiterait. Amir ? Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'au contraire, c'est justement l'un des buts de Sens Mort, c'est de nous faire créer des liens et qu'on souffre derrière. Ouais, ça c'est Romaric qui est un petit peu vert sur les bords. Non, mais c'est pour notre bien en plus. C'est ça qu'il va dire. Pour le bien des personnages. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Non, pas forcément. Je pense pas. Il y a des tas d'autres raisons. Il y a aussi des éléments dont je vous ai un petit peu parlé, mais que vous avez peut-être un petit peu occulté. C'est que, premièrement, les liens vous permettent de créer des nouveaux personnages, mais ça, je vous l'ai dit un peu plus tard, et c'est normal. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire simple, il y a des choses bizarres dans notre campagne. Parce que, comme on l'a déjà dit, j'aime pas le sens renaissance. Donc, j'ai fait descendre des problématiques de sens mort dans Sens Renaissance. Donc ça veut dire qu'à partir de, on va dire, l'épreuve de graveur, à partir du fragile et compagnie, j'ai commencé à introduire des dynamiques de sens mort. Ça a fonctionné très bien pour un personnage, celui de Julien, un petit peu moins bien pour vous. Puisque, à un moment donné, dans les podcasts, quand même, vous dites, voilà, on a l'impression que c'est lui le personnage principal de l'histoire, presque. Tu vois, il y a un côté... bon. C'est lui le moteur, en tout cas. Voilà. Ouais, mais c'est cool. Et ça, pourquoi bien. Parce que justement, non, mais je dis pas que vous le regrettez ou que vous le reprochez. Je sais bien que vous vous amusez comme des petits fous. Mais le truc, c'est ça, c'est que en tant que designer, tu vois aussi que c'est le fait d'avoir fait descendre en fait les problématiques de Sens Mort dans Sens Renaissance qui fait ça, qui crée cette dynamique-là. Vous, ça vous plaît beaucoup et c'est très bien, j'en suis très heureux. Mais voilà. Et parallèlement à ça, il faut voir que la transition, c'est-à-dire que les épreuves que vous avez jouées, ce sont des épreuves de transition entre un Sens Renaissance très héroïque dans lequel les personnages finalement réussissent tout à part à sauver Gladius, mais vous réussissez tout sinon, et en fait on rentre dans une transition. C'est censé être une transition, mais comme j'avais fait descendre les problématiques de Sens Mort dans Sens Renaissance, cette transition, vous la sentez plutôt comme un retour du déterminisme que vous voyez. Et donc, du coup, il y a une espèce de... Il y a un problème, là. Et en même temps, on influe quand même... Alors, pas sur les cinématiques, mais typiquement, si Wilfried nous a laissé cette note... c'est que il voulait qu'on vienne le chercher. Alors, la cinématique, elle est peut-être prescrite. Je voulais voir si vous en étiez capable. Elle est peut-être prescrite, mais ça aura une influence quand même qu'on soit venu, qu'on en ait pris plein la gueule. Complètement. Que Phil Longfinger soit venu, qu'il soit retrouvé en difficulté. Pour le dire pudiquement. Ce que ne dirait pas Lixa, là. Mais en fait, l'essentiel, c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'un événement est obligatoire ou déterminé que les événements qui vont suivre le seront. Et donc, ce que vous avez fait durant les cinématiques, en fait, parce qu'il y a des événements comme ça que vous ne pouvez pas arrêter, va avoir un énorme impact sur la suite. Et là, je me retourne vers Ridger. Parce que c'est lui, à mon avis, qui a le plus exploité justement ce moment cinématique, c'est-à-dire le moment où il était censé ne rien pouvoir faire. C'est là que toi, Antoine, avec ton personnage, tu as fait ton coup d'éclat, en fait. Est-ce que tu peux raconter cette histoire ? Je pense que c'était génial. C'était super. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que alors, je vous explique rapidement pour que vous soyez. Dans la base, il est bien écrit. À ce moment-là, les quadriades Cosmo ne peuvent pas être vaincus. Miphos, de toute façon, fout la raclée à tout le monde. Il fait le malin. Il s'en va avec les runes et avec Wilfried. Il s'en est quand même pris une belle. Hein.
Oui, il s'est Enfin, pris deux, trois belles, baffes. hein. Il s'est pris une claque. C'est vrai qu'il s'est pris deux, trois belles claques et un nombre pouvoir qu'il a plaqué contre un mur. Il a ramassé quoi un petit peu. Mais c'était c'est sympa important aussi. pour nos personnages parce que, en tout Ça- cas pour Lexa, ça lui a fait du bien. hein. Et puis ça montre aussi que lui, Il est Miphos, il est fragile. il est fragile. Ouais. C'est-à-dire que Ça, c'est une sacrée découverte. c'est un personnage qui est entouré d'une armée et compagnie, mais lui derrière, il est fragile. Et ça, c'est super important. Alors que Milan a une toute autre lecture de de ces baffes. Alors, on en reparlera après. En tout cas, il y a cette scène déterminée, mais Ridger va faire une action de ouf, quoi. Alors vas-y, faut Alors, raconter ça. Antoine. moi, je suis parti du postulat que pour réussir à convaincre Wilfried de rester, même si c'était pas possible, mais pour le faire douter, c'était avant. Peut-être que ce qui est possible, c'est qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, les gars. Attention, c'est pas parce qu'ils partent ouais. maintenant. C'est ça. C'est ça. Donc, Complètement. Donc l'idée, c'était de le faire douter et de lui dire, pour douter, pour que pour abattre un petit peu tes certitudes, moi je mets ma vie en jeu. C'est-à-dire que je fais all-in et je mets ma vie en jeu. Je me défendrai pas. Et je fais tomber l'armure jusqu'à temps de voir si au moment où je suis prête à mourir, est-ce que ça ébranle tes certitudes ou pas, quoi. Et il s'est avéré que parmi les quadrillas de Cosmo. de Cosmo qui défendaient un petit peu le dauphin, Miphos. J'ai retrouvé Helium, que si on écoute un podcast précédent, je considère comme mon alter ego, Complètement. Ta Némésis. ma Némésis. Ouais, il est en train carrément d'en tomber amoureux, là. Ouais, mais c'est au-delà de ça parce que en fait, comme j'avais déjà expliqué, moi j'ai vraiment une armure qui a un aspect très démoniaque et elle se présente sous l'aspect d'un ange. Et donc pour moi, on doit fusionner, quoi. C'est obligatoire. On pourra pas vivre l'un sans l'autre et tout nous oppose malgré tout. Mais c'est parce que nous sommes tous les deux extrémistes dans nos positions qu'il faut qu'on se rejoigne pour devenir normal et pour former un tout. Ouais. Je connais ça. Et donc, dans le principe, quand j'ai commencé à être attaqué par Helium, j'ai décidé de ne pas me défendre jusqu'à me dire il faut qu'on établisse un contact réel, Physique, même, tous les deux. Et donc, je l'ai entraîné, je lui ai proposé de t'accompagner dans l'ombre m'accompagner monde. dans l'ombre monde. Ce sur quoi elle a continué à être un peu énervée, et à continuer un peu à me taper On peut dessus. dire ça comme ça, oui. Et Un peu de taper dessus, c'est 5 BM. Voilà. Et mon but étant de briser la philonite pour que nos corps se touchent réellement. Tu voulais briser ta philonite pour qu'elle brise sa carapace. C'est ça. Et en tous les sens du terme. C'est C'est-à-dire que tu voulais aussi, et ce que j'ai trouvé intéressant dans ta démarche, c'est que tu t'es dit, les quadrillas de Cosmo, ok, ce sont des monstres qui croient en une espèce de vérité mathématique et compagnie, ils sont pas mieux que Miphos, mais il doit y avoir un cœur là-dessous. Ouais. De la même manière que Miphos est fragile derrière son armure et derrière ses armées, derrière ses quadrillas, il doit y avoir un cœur fragile sous chaque quadrilla. Et donc tu as Je ne cherché... pouvais pas croire. Et en fait, ça rejoint la problématique que j'ai eue avec Kerry, avec Graveur avant. Et là, c'est aussi un peu ma rédemption de dire je m'étais trompé à l'époque parce que j'estimais que les quadrillas n'étaient pas capables d'avoir des sentiments. Et maintenant que je sais que c'est pas le cas, parce que Kerry m'a démontré le contraire, on va pouvoir les libérer. travailler là-dessus. On Ça, va c'est pouvoir génial. Mais ça, on en est convaincu depuis un moment, déjà. Oui, Mais bien pas sûr. moi. Depuis Ah Graveur. ouais, pas toi, mais... Depuis Graveur, en fait. Où vous réalisez que ce ne sont pas des monstres. Voilà, tout Ouais. simplement. À mon avis, c'est ce personnage de Graveur qui va introduire cette dimension humaine en Graveur fait. et Kerry, ouais. Et Kerry, bien sûr. Ouais, ouais. Moi, Kerry, beaucoup plus que Graveur, quoi. Bien sûr. Parce parce que que- pour ouais. moi, Graveur, c'était Et l'échec, quoi. l'écho, à l'époque de Graveur, Bien. l'écho d'une conversation qu'il y a eu entre Métatron et Cranisten ou un truc comme ça. Il y avait eu une sorte d'écho de conversation. Ouais. Moi, c'est ça qui m'avait vraiment convaincu. D'accord. Et donc, ça a donné lieu à un choix moral que j'ai posé au MJ, Exactement. à savoir, Complètement. est-ce que il tue mon personnage ou pas? Et Ou là, pas. je vais te laisser, Et là, en fait, moi, je me retrouve emmerdé parce que j'ai pas envie de tuer. D'abord, il joue son personnage en cohérence, il joue son personnage jusqu'au bout.
Je lui demande l'autorisation. Je me demande, est-ce que tu penses acceptable que je tue ton personnage? Il me dit, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Donc il va jusqu'au bout, c'est-à-dire que même Antoine accepte que son personnage meurt. Sachant que c'est une condition sine qua non pour que je puisse vous tuer. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où je vais vous tuer, je vous dis, attention, là c'est la dernière action, si tu vas au-delà, je serai obligé de te tuer. Et là, à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, je vais jusqu'au bout, j'accepte la mort de mon personnage, j'en fais un autre, c'est pas grave. En plus, il y a plein d'archétypes possibles, hein, entre le fragile, le machin. Ça peut être super sympa aussi, à un moment donné, d'abandonner son bug pour faire autre chose. Là, en l'occurrence, t'es là, tu me poses le dernier truc. Et puis moi, je suis là, putain, non, ça me fait chier, ça me fait vraiment chier de tuer ce personnage. Je trouve qu'il a encore plein de choses à raconter, à dire dans cette histoire. Et puis, je sentais aussi que s'il survivait, ça te faisait pas chier, tu vois. T'étais pas là pour tuer ton personnage et en faire un autre. T'étais là vraiment pour... bon. Donc, allez, je te propose un truc, c'est-à-dire que de la même manière que Helium a accepté, selon ta volonté, de te suivre dans l'ombre monde, je te propose que tu acceptes au dernier moment qu'elle te transporte dans la réalité pour éviter que tu meurs. Ceci dit, tu subis quand même le choc ontologique, c'est-à-dire que ton visage est brûlé, enfin t'as des trous dans le visage, t'as plus de bras, t'as plus de jambes, t'es comme Dark Vador à la fin de Star Wars 3, quoi, t'es brisé complètement. Mais elle te ramène et elle te sauve. Et là, tu te dis, j'ai gagné. T'as tout perdu, mais t'as le sourire aux lèvres en fait. Enfin, ce qui te reste de lèvres. Non, il a tout gagné. Et ouais, enfin, il a perdu quand même beaucoup, quoi, sur ton truc. Au niveau du corps et tout ça, il a mais j'ai mis ma vie en jeu, comme je disais, sur la table dès le départ. Voilà. Donc j'étais prête à aller jusqu'au bout. Et le fait que j'en meurs pas, pour moi, c'était la victoire. Sauf que c'est pas Wilfried qui t'a sauvé. Sauf que c'est pas Wilfried qui m'a sauvé. Et là, moi, je suis emmerdé aussi là-dessus. Mais peut-être que ça. Il était dans l'ombre monde. Oui, non, je comprends bien, mais ça a aussi peut-être ébranlé. Théoriquement, je vous explique ce qui se passe dans la scène pour que Lexa soit rassurée. Si à un moment donné, un bug est sur le point de mourir et qu'un quadrilla de Cosmos s'apprête à le frapper, Wilfried dit arrêtez. Tu vois, il intervient pour arrêter. Mais là, il était dans l'ombre monde. Je comprends bien. Mais moi j'ai un dilemme aussi parce que moi aussi j'ai fait tomber ma carapace pour essayer d'attaquer Miphos notamment. Et alors je me prends effectivement des blessures venant d'un quadrilla, donc de toute façon mon armure, je me suis tapé le roi juste avant, donc elle est assez pétée, hein. Complètement. Voilà. Vous n'avez pas vaincu le roi d'ailleurs. Non, on l'a pas vaincu. Et c'est mon problème, c'est que c'est Wilfried qui me frappe. Plusieurs fois. Et mais il te frappe, il te fait des blessures superficielles ou légères. Tu crois que Wilfried, il a pas les moyens avec ses points de te faire des blessures graves? C'est pas ce que j'essaye de dire. D'accord, ok. J'essaye d'expliquer l'impact psychologique que ça peut avoir. Oui, et que ce soit des blessures légères ou que ce soit autre chose, en fait, je m'en fous complètement. C'est pas le problème, quoi. C'est pas le problème de cette conversation. C'est les blessures mentales, en fait. Ouais, en fait, mais c'est exactement ça. C'est ça. Et c'est ça que j'ai joué après aussi. De cette rencontre, je pense que sur les blessures mentales, c'est moi qui déguste le plus. Bah toi, t'as complètement morflé. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Milan. Amir prend dans la tronche aussi. D'accord. Enfin, parce que je croyais que ce que tu voulais dire, c'était que il essaye de te faire du mal. Alors qu'en fait, je pense qu'il est plutôt dans une thématique de. Voilà, on est d'accord. Non, complètement. Ouais. Mais c'est mentalement. Mais il est prêt à aller loin. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça que je vérifiais. Est-ce qu'il est prêt à aller loin? Et il est prêt à aller loin. C'est marrant parce que c'est une scène qui a vraiment construit, qui a un peu redispatché les cartes, quoi. Et malgré que le fait que ce soit une scène imposée, cinématiquement parlant, ça a un petit peu fait évoluer. Ça s'est pas senti que c'était une cinématique. J'aimerais tellement que les gens nous écoutent. C'est-à-dire que quand je lis des rapports de partie dans lesquels j'entends les cinématiques, c'est frustrant, mais en fait, carrément pas, c'est constructeur en fait, parce qu'on peut pas empêcher les choses. C'est la première fois que les bugs ont une vraie résistance. C'est-à-dire que les bugs défoncent tout en règle générale, ils arrivent à tout faire. Et donc là, pour la première fois, il y a peut-être la mort de Gladius qui est un peu parce que mais il s'interpose, on peut rien faire. Quelque part, vous êtes pas responsable. C'est héroïque. C'est héroïque, voilà. Tu vois, on l'aime plus encore après ça. Donc, la trahison de Wilfried est d'autant plus difficile qu'il y a quand même quelqu'un que vous aimez bien qui s'est sacrifié pour que Wilfried reste résistant. Ouais. Là, on n'a pas repensé à Gladius dans toutes ces scènes-là. Mais... Et d'autant plus que, comme je le savais avant, moi, je lui en ai parlé dans le vaisseau qui nous emmène à Séléné. C'est génial, ça. Et c'est la première fois que j'ai ça. Et j'ai essayé j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'influencer sur sa décision. Ouais, j'ai bien vu. Donc bon.
Ça Ouais, pouvait pas c'est- marcher, ok, ça pouvait pas marcher, mais Mais si, ça marche. peut-être. Ce qui pouvait pas marcher, c'est que tu pouvais pas l'empêcher de partir maintenant. Ouais. C'est ça la différence. Alors, En fait, ce qui est rigolo, c'est je veux que dire- c'est comme si, enfin, l'impression que j'ai, c'est que si on sentait qu'on a, moi, je suis le premier, Kerisan est le premier à être arrivé, et il discute avec Mifos. Et Mifos discute, mais avec une sûreté en lui qui fait que Kerisan comprend tout de suite que ça va être compliqué de régler ça par la force, qu'il va y avoir vraiment que la discussion et qu'on peut essayer éventuellement de faire quelque chose pour raisonner Wilfried. Moi, j'essaie de convaincre Mifos que Wilfried ne viendra pas. bien tenté. Mais à ce moment-là, il arrive, alors forcément, ça marche moins bien. Je me suis dit, peut-être je vais réussir à le faire partir. Non, il m'a dit qu'il venait pas, tu peux rentrer chez toi, c'est pas grave, il te verra plus tard. Toi. Mais donc il y a vraiment. Mais du coup, comme on voit que effectivement la tragédie est en train de se dérouler sous nos yeux, on n'a plus qu'à essayer de le faire, je dirais. Avec classe. Avec classe, Mais quoi, oui, c'est c'est ça. Avec la couleur. Et c'est pour ça que c'est un jeu simulationniste et pas un jeu narrativiste. Parce que dans un jeu dont la proposition créative et narrativiste, on peut influencer sur les choix des personnages, puisque c'est ça l'histoire, c'est les choix des personnages principaux. Là, c'est simulationniste, c'est-à-dire qu'on sait que telle ou telle chose va avoir lieu. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va avoir trop la classe quand ça va avoir lieu. Ou comment on va le plus coller au canon esthétique de sens quand ça va avoir lieu. Il faut Excuse-moi, remarquer- Ouais, parce que sens, ça pousse à la classe, mais le simulationniste n'est pas forcément Oui. la classe. tout à fait. C'est oui, absolument. Mais C'est ça. quand même, il faut reconnaître que Ridger, Collé au enfin, canon, Antoine, a le don pour, Bien. même dans des trucs hyper scriptés où on sait que ça va mal se passer, rajouter du narratif. Parce que le coup qu'il a fait avec Helium, il nous l'avait déjà fait en attaquant Soren. En plein milieu du combat pour faire réagir les quadrillas. Ça changeait pas la fin. Je voulais dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la première fois que tu fais une action comme ça. Il y a un bug Exactement. parmi les bugs. Graveur aussi. Ouais. Contre Graveur, c'était par rapport à l'art et tout ça. C'était plutôt un combat d'artistes en fait. Tu vois, je le vois plutôt à un combat à la Saint Seiya dans lequel on va faire des sculptures pour se battre l'un contre l'autre et montrer. Tu vois. Oui, c'est vrai, mais déjà, il y avait ce côté un peu original, on va dire, qui... C'est le chaos, ça. Non, ça. non. Non, c'est la créa. création. C'est la créa. Parce C'est qu'en les fait, deux. qu'est-ce qu'essaye C'est de les faire deux. Antoine? Voilà, faut quand même dire, il minimax. C'est-à-dire qu'il sait que son point fort, c'est la création. Donc il essaye de faire en sorte que pendant les combats, et c'est ça que je trouve fort, c'est là que le système de sens aussi, et tu vois, il t'oriente vachement vers ce genre de torsion. C'est que pendant les combats, il va faire jouer le fait que ah mais non, mais là c'est pas du death que j'utilise pour le vaincre, pour le faire plier, c'est de la création. C'est-à-dire que j'essaye par ma création de le vaincre en fait. Et donc du coup, pour faire agir son point de création et dire c'est création contre vie quoi presque. Enfin, Ouais, ça m'amuse aussi de pousser le scénario dans ses extrémités par le biais de ma ruine personnelle de joueur de KO, en disant est-ce qu'il va réussir à s'en sortir si je lui mets un truc dans les pattes qu'il n'a pas prévu et comment il va réussir à jongler pour sortir de la situation que je lui propose. Et ça m'amuse quand même beaucoup. mais là, Mais toujours en posant des jalons qui font que même si ça change pas la sortie de la scène, ça change énormément de choses sur l'avance qu'on prend sur le scénar. Quand t'as attaqué Soren, ça n'a pas changé grand-chose à la sortie, mais on a compris que les quadrillas, c'était sûr de quel côté ils étaient. Et là, les quadrillas de Cosmo, vous avez compris que à ce moment-là, vous avez compris. Alors, soit Ridger a gagné. Alors, là, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la résolution de cette scène. Audrey, ça t'amuse? Tu peux résumer cette situation? Non? Soit Ridger a gagné. Et donc, c'est Helium qui a effectivement décidé de lui sauver la vie. Et donc, il a gagné parce qu'il a obtenu le cœur d'Helium. Soit Mifos avait demandé à ses quadrillas. Suivre le plan. Amir, il a suivi. Ouais. Et de pas nous. Ouais. Suivre le plan et de pas vous tuer. Et ce que dit Mifos à la fin, ça laisse vraiment penser ça aussi. Hein. Qu'est-ce que vous Il dit, On est impressionné. il dit qu'on l'a impressionné, enfin, qu'il nous admire, voilà, ça. qu'on Ouais. est ses adversaires et qu'il nous admire, et que c'est pour ça qu'il nous a pas tués. Et il avait totalement le pouvoir de le faire, donc. Mais si on prend le point de vue d'Helium, ça peut être les deux aussi. Complètement. C'est-à-dire qu'elle a pu exécuter les ordres et elle peut aussi se cacher derrière le fait qu'elle a exécuté les ordres et qu'au fond c'était pas du tout un choix personnel, mais peut-être que c'en était un aussi. Et C'est ça. Soit il y a que la une prochaine fois, intimité. En sachant que moi j'ai touché du doigt par ce sacrifice, j'ai touché du doigt le fait
qui est une forme d'elle qui est prisonnière. Complètement. Oui, c'est vrai. Donc soit tu as réussi à créer une intimité en fait. Et j'y elle crois- s'abrite. j'y Et crois. elle s'abrite. Mais tu bien voudrais sûr qu'il dire faut y que- croire. Parce que si tu y crois pas, ça n'existe pas. Ben voilà. Tu Donc, voudrais dire que les gens se cachent derrière la vérité pour en fait ne pas avoir les liens. Non, je veux dire que les gens se cachent derrière ce qu'on leur dit de faire parce que c'est bien pratique. Et je pense que ça, c'est une vérité absolue qui transcende sans notre réalité et toutes les autres. En tout cas, je Et que c'est jubile. tellement Je pratique. jubile. Et que c'est tellement pratique. Et ça me fait Voilà. tellement plaisir de voir qu'en fait, cette cinématique, qui est censée être le passage le plus déterminé de Sens Mort et compagnie, qui a frustré autant de joueurs autour de cette table, c'est en fait la scène dont vous avez envie de parler. C'est la scène qui vous a marqué. C'est la scène qui va tout changer au niveau de vos personnages et compagnie. Mm. Et ça me fait plaisir de diffuser un podcast dans lequel je montre ça. C'est-à-dire que c'est voilà, Ouais. c'est point barre. Moi, j'ai hâte de voir si Helium aura le courage de faire un pas vers Ryger ou pas la prochaine fois qu'ils se verront. Ta, 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 ta. Suspense. Notre prochaine scène sera déterminante. Sachant que si Miphos a compris notre façon de faire, il peut très bien lui ordonner de faire croire. Ouais, complètement. Mais c'est hyper important pour Lexa aussi parce que elle croit enfin, elle est convaincue que les quadrillas ont plus à offrir et ont plus à vivre surtout que ce qui se passe pour le moment. C'est pour ça que plusieurs fois pendant ces deux épreuves-là, elle a expliqué que pour elle, il n'était pas question de détruire les machines, qu'il fallait en faire quelque chose, qu'il fallait en réguler. Mais il n'est pas question de perdre Kerry, il n'est pas question de perdre Météor comme ça, et tous les autres. Il est question de les libérer, aussi bien que de libérer l'humanité qui est sur Séléné, en fait. Mais la question va se poser. En fait, à un elle moment se donné, bat parce plus que contre l'oppression que contre... si, que tu contre si tu détruis pas les machines, tu crains pas que de toute façon tout ce qui est continue et perdure. C'est ça le. Non, ça te pose pas de problème, ça. On verra. Je sais pas encore, Oui, en il y a fait. il y a beaucoup- C'est-à-dire qu'on fait des parties très resserrées et, Ouais. et j'ai besoin d'interparties Bien sûr. pour Et- gratter et pour t'écrire aussi. Il y a beaucoup il y de a- questions dans il y a- lesquelles vous répondez on sait pas encore, on n'a pas encore Bien assez sûr, d'éléments. mais Ah, bien. un ordinateur, ça se reprogramme. On peut très bien ne pas détruire les ordinateurs et programmer juste les quadrillas et sans programmer le monde derrière. Et moi, ce qui m'a étonné aussi sur les cinématiques qu'on a pu voir en tant que joueur et non en tant que personnage, Antoine. ça a été le fait que les quadrillas se posent beaucoup de questions sur leur nature humaine. Et Mm. moi, vraiment, c'est un truc. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'en parler autour de la table parce que mon personnage ne les a pas vécus. Mais moi, ça m'a quand même laissé vachement perplexe parce que si j'étais en tant qu'humain, je me définirais pas par rapport à un extraterrestre. C'est-à-dire que il y a un moment, je me dirais pas. Est-ce que ce serait pas mal de, imaginons les extraterrestres débarquent demain sur Terre, je vais pas me dire est-ce que ce serait pas mal qu'on ait des extraterrestres, que je devienne extraterrestre moi-même, finalement leur mode de vie il est peut-être pas mal, etc. Je resterais malgré tout humain. Et le fait que les quadrillas se posent ce genre de questions Alors ça, m'interroge quand même beaucoup. Mais parce que ce qu'ils voient de l'humanité, c'est les sentiments, en fait. D'abord, il y a plusieurs choses. On leur a dit que globalement, c'était des Julien. copies imparfaites du monde réel. Et ensuite, c'était quelque chose dont je discutais. On faisait une petite discussion avec Amir, ce qui était censé être une discussion entre Kerry-san et Milan hier. Et je racontais comment j'avais été, en tant que quadrilla, essayer de sympathiser ou de me faire des amis parmi les ombres. Et comment ça n'avait aucune saveur. Comment c'était des gens que je pouvais enfin toucher, c'est-à-dire que je pouvais leur serrer la main et sentir leur peau, mais au-delà de ça, je m'ennuyais terriblement. Mais toi, tu as un élément de comparaison, parce que ton personnage a été humain. Que des personnages quadrillas qui ont toujours été quadrillas comme Météor, dans quelle mesure le fait de s'interroger sur sa propre nature. Mais ils se souviennent pas de leur création. Ça change tout. Alors, j'ai essayé. C'est quoi leur histoire? J'ai essayé de l'expliquer, de commencer à introduire ça quand Météor se confie à Kerry et qu'il lui dit on est né sans contrainte. Et c'est très difficile pour nous de se reconnaître en quelque chose. En fait, au départ, quand les quadrillas de Rebirth naissent à la Nouvelle-York, dans l'ombre Nouvelle-York, ils sont sans contrainte et donc ils essayent de ressembler aux créatures qu'ils ont sous les yeux ou qu'ils sentent devant eux, à savoir ceux qui leur ont donné naissance, leur mère, leur père, les gens qui sont là. Que pour la plupart ils tuent d'ailleurs.
par choc ontologique ou autre, enfin par foudre et compagnie. Et il y a cette dimension rousseauiste, notamment chez le personnage de Cranisten, qui est de être libre, c'est respecter les contraintes qu'on s'est fixées soi-même. Et les contraintes que les quadrillas ont choisi de respecter, c'est celles de l'humanité, en fait. Mais dans le fond, il pourrait être totalement autre chose. Je vais tracer un parallèle qui sera sûrement extrêmement maladroit, mais ça va rappeler mon personnage. Est-ce que quelqu'un qui a un handicap, si on lui permettait de ne plus subir cet handicap, accepterait malgré tout? C'est très différent. C'est pas ça l'enjeu. C'est que en fait, ce sont des gens qui sont surpuissants, mais qui sont seuls. Et donc, pour éviter d'être... Ils sont pas seuls parce qu'ils sont plusieurs de même. Au départ, ils sont seuls, Antoine. C'est ça. Ils se réunissent pas tout de suite, les quadrillas de la Nouvelle-York. Ils ne se rencontrent pas tout de suite. Mais vous ne le savez pas. Parce que justement, vous n'avez pas pu discuter avec Météor de leur enfance. Comment ils ont vécu et tout ça. J'ai essayé de le lancer avec Julien, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Amir. Puis tu disais qu'il n'y avait pas de point de comparaison. A priori, il y a eu quelque chose que sans doute Mifos leur a dit au début, c'est qu'on était leur double. On était les voleurs de vie. Ça, c'est hyper important. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont cherchés, etc. Et ça, c'est un point de comparaison. Complètement, Amir. Oui, et puis s'ils sont nés, alors ça, j'ai pas tout compris, s'ils sont nés de parents humains, mais qu'ils ne sont pas humains eux-mêmes. Parents ombre. S'ils sont nés d'ombre, et qu'ils ne sont pas des ombres eux-mêmes, ils pourraient au moins, dans un premier temps, aspirer à être des ombres. Et c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils mais font. ensuite, en ayant visité les deux mondes, et qu'on leur ait expliqué qu'ils étaient des copies d'autre chose, parce que je pense que c'est ce qu'a fait Mifos à un moment ou à un autre, ils se disent, bah ouais, ça c'est ça qui a l'air d'être intéressant. Et j'en discutais avec Milan, enfin Kaïsa en discutait avec Milan, tant que j'étais bug simple, je me disais peut-être que l'ombre monde c'est simplement un monde parallèle qui a autant de réalité que nous, mais quand on passe d'un monde à l'autre, on n'en perçoit qu'une partie. Maintenant que j'appartiens à ce monde-là, je m'aperçois à quel point le monde réel est plus complet, et je me pose plus du tout ces questions-là. Moi, ça me pose malgré tout un problème éthique. Ouais, mais je vois très bien. L'idée, c'est pourquoi un extraterrestre voudrait ressembler à un humain ? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que... etc. Alors qu'il pourrait développer sa propre nature en disant « Moi, je suis ça, et je vais développer le fait d'être ça, et je vais l'imposer le fait d'être ça. » Mais il y a des personnages qui font ça, Antoine. Mais ce ne sont pas les personnages de Rebirth. C'est ce que tu oublies, c'est que cette problématique d'humanité, elle est propre au quadrilla de Rebirth. Tu crois que les Cosmos, ils ont ces problématiques-là ? On verra. Bah, j'en sais rien. Justement, je me pose la question. C'est pour ça. Tu as tendance à faire une généralité aussi des quadrillas, alors que évidemment, il existe des archétypes. Et les quadrillas de mort que vous avez rencontrés. Les quadrillas tout ce qui est lié à la vie, c'est le. En fait, ils veulent ce qu'ils n'ont pas. Et c'est exactement ce que veut Soren aussi. Hein. Exactement. Elle a beaucoup de choses pour être heureuse, mais c'est pas ça qu'elle veut. Ouais. Et tu vois, je pense qu'un quadrilla... évoluer, mais malgré tout, tu remets pas en cause ta nature de ce que tu es. Attends. Je pense qu'un quadrilla pourrait même accepter de devenir une plante. Si c'était une plante réelle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'effectivement, la chose... Rebirth. Alors, on parle quadrilla de Rebirth. Oui, c'est ça, exactement. On parle vraiment... La chose que veulent les quadrillas, c'est être réel au sens d'être vivant. Ils veulent enfin être vivants. Audrey a très bien cerné le truc. Mais tu vois, au final, si je te dis ça, je pense que quelque part, tu comprends mieux la je comprends l'idée. Même un éléphant, même un chien, même un chat, même une plante, quelque chose de vivant. Ils préféreraient être quelque chose de vivant. Alors après, il se trouve qu'ils sont dans un monde qui est dominé par des prédateurs universels à ce moment-là, qui sont les humains. Et donc, du coup, ils veulent ressembler à ça. Mais, à vrai dire, dans un monde où il n'y aurait que des arbres, un quadrilla de Rebirth qui naîtrait, il aurait d'abord commencé à prendre l'apparence de pseudo-arbre. Mais il se sent que pseudo, quoi. C'est ça qui est chiant, en fait. Il y a une question qui s'est pas posée, enfin, qui serait intéressante de se poser à Météor, qui était qu'est-ce qu'il ressent au niveau de ses sensations quand il va dans le monde réel ? Est-ce qu'il a une sensation différente ? Est-ce qu'il a une sensation d'un monde plus plein, par exemple ? Parce que je pense que c'est pas forcément de devenir un humain, mais je pense que si on lui proposait de pouvoir vivre en tant que quadrilla dans le monde réel sans sa coquille, on s'appelle ça,
sa carapace, et qu'il pouvait toucher les choses sans subir le choc ontologique. En tout cas, je sais que c'est une thématique. La question du toucher est une thématique que j'ai fait centrale pour KSM, parce que c'est ça. La sensation, tout simplement. La sensualité, j'ai envie de Oui, dire. la sensualité, mais ça passe par le toucher, parce qu'elle Bien peut sûr. voir, elle peut entendre, mais elle peut pas Bien sûr. toucher. Elle peut plus toucher son frère, elle peut plus. Bien Voilà. sûr. Et d'ailleurs, Ridger a repris cette thématique puisque il a voulu toucher. C'est ça. Tu vois. Donc, c'est cette notion que le toucher, c'est un accès supérieur à la réalité du monde. C'est génial, ça. C'est quelque chose qui est, à mon avis, central. Et je pense que si on proposait à Météor de simplement retirer sa coquille, il chercherait pas à être autre chose. Enfin, C'est je comprends ça, peut-être, ouais. mais- Est-ce qu'il est prêt à payer son état de quadrilla pour ça? Non, mais je vois très très bien ce que veut dire Antoine. Ce qui est génial, c'est que là, tu es en plein dans les problématiques. On va parler de ça tout au long de la campagne. On va vraiment. Je pense que même faut pas trop anticiper parce que dans la suite de l'histoire, tu vas avoir en plus on va apporter de On l'eau va à ton moulin. Tu vas essayer, pouvoir- on va essayer. Sachant que c'est des problématiques qui ne sont pas posées à mon personnage, c'est des problématiques sûr, qui mais- se posent aux joueurs Non, aujourd'hui voilà, en tant que par joueur rapport qui aux assiste aux cinématiques, qui assistent aux Bien cinématiques sûr. dans lesquelles le personnage n'est pas. Mais en tant que joueur, les questions se poseront aussi. pour Ben toi. moi, c'est des humano-centre- personnages qui sont, c'est des problématiques Audrey. qui sont très très proches de mon personnage parce que elle a donc une forte rune de néant, une forte rune de mort, une forte rune de chaos. Bon, le chaos, ça va, c'est cool. Par contre, non, toi t'es créa. Le néant et la mort, ça lui a bien foutu la trouille dans les deux cas, de voir d'abord Azilis suspendue comme ça, inerte, sans aucun signe de vie, de sensation, de quoi que ce soit. Donc au début, elle a été fascinée. Et après, elle a commencé à avoir vraiment, vraiment la trouille parce qu'elle s'est sentie très proche de ce personnage-là. Et ensuite, elle s'est rapprochée de Finn Longfinger dans Sens Mort. Et quand elle l'a touché, elle s'est aperçue qu'il était froid. Il est froid comme la mort. Il est vide. Elle a vu sa détresse d'avoir perdu Soren. Et elle voit à quel point, sans Soren, c'est-à-dire sans la vie, il est rien, quoi. C'est une coquille, en fait, ce gars. Ouais, mais Je suis d'accord. Et elle se pose la question de putain, mais moi, comment je vais m'en sortir? Parce que en fait, Comment je vais m'en sortir? si on regarde les incarnations personnelles des runes que toi tu incarnes en tant que personnage, elles tournent comme t'as dit. Elle Et tourne Wilfried s'en mal. va. Elle tourne super mal. Tout le monde tourne mal. Tout le monde tourne je mal. suis pas d'accord. C'est le drame total. Je trouve que Azilis, justement, ça s'en sort. C'est celle qui s'en sort le mieux parce que les gens commencent à prendre conscience de son existence. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre les habitants de Aqua City qui sont en train d'être tissés avec oui. L'histoire du sourire. Ah oui. Alors il y a Enfin, l'histoire je du suis d'accord, sourire, mais il y a sauf l'histoire que de la ça, statue. Ça, c'est grâce à toi. C'est pas grâce à elle. Ben, je Ça, sais c'est pas quelque chose qui vient d'elle, c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'extérieur. Mais Et moi, là, ce que j'ai joué dans Sens Mort, c'est que Lexa va de plus en plus mal Oui, mais on peut. et tout le monde s'en tape, quoi. non, pas du tout. Non, mais Ben, alors Si. non, non. Pour parce l'instant, que tout le monde- Je suis allé oui. voir. à la fin, c'est Et vrai. on peut aussi Lester définir, on peut Sans aussi pas de définir une personne par pas seulement par elle-même, mais aussi par le regard que les autres portent à cette personne. Il y a deux PNJ qui s'en foutent pas de Complètement. ton état mental quand Oui, même. oui, non, mais oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Mais je vois que ce que tu veux dire. Lexa, elle est indépendante, elle a besoin de trouver la solution par elle-même. Ouais, non, mais c'est génial. Et puis il y a quelque chose de très Elle- flippant dans Azilis quand même. Bah, C'est c'est ce côté- hyper flippant, C'est tu une rigoles. poupée attachée par des fils et tout, ça fait très marionnette. T'imagines très l'esthétique du pantin. truc, hein. Enfin, Oui, oui, c'est non, mais c'est je- l'opposé épouvantable. complet de Lexa. Tu vois, elle ne veut pas être un pantin, elle ne veut surtout pas que le L'immobili- destin tienne le fil, L'immobilité, le néant, Et- c'est la mort, c'est Ouais. l'arrêt de tout, quoi. Il se passe Oui, plus mais rien, en c'est même, l'horreur. en même quoi. temps, Flippant. c'est elle qui donne la vie dans Aqua City. Ça, c'est Elle ton qui permet- interprétation. Qui c'est- permet la vie, en tout Oui. cas. Ouais. Oui, bah, si, c'est parce qu'elle fournit de l'air, les arbres Eh ben, sont je suis tournés pas vers d'accord. elle. Eh ben, je suis pas d'accord. Celle qui fournit la vie dans Aqua City, c'est Soren parce qu'elle a branché, parce qu'elle utilise Azilis comme une source d'énergie. C'est-à-dire que quand t'es le néant, que t'as plus rien à voir avec Mais- personne, Ah, qui de l'œuf ou de la poule. que t'as renoncé à exister, eh ben, on t'utilise. Voilà. Et tu laisses faire. Parce que de toute façon, t'as pas les moyens de faire autre chose. Mais au moins, t'es utile. Faut voir le bon côté des choses. Ouais, mais j'ai pas renoncé à mon c'est individualisme. une D'ailleurs, liste- c'est le truc que j'essaye d'expliquer à Fluvius, mais j'ai bien du mal. Et le but, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la part des gens d'Aqua City envers cette source d'énergie et
qu'il la voit plus justement comme une source d'énergie, mais comme une personne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire quand on était à Aqua City. Et le coup du sourire, pour moi, c'est aussi une autre victoire de ces scénarios. C'était de dire, ça y est, les gens commencent à ouvrir les yeux et commencent à la voir de manière différente que comme une simple source d'énergie. Mais une discussion peut-être Toujours est-il qu'elle expérimente plus rien. Coran, Lexa et Kerisan, c'est que c'est aussi... en réalité, ce que tu dis pour les runes qui sont proches, qu'ils ont tendance à mal tourner, c'est vrai pour les autres aussi. C'est-à-dire que la rune du Cosmo, on peut pas exactement dire que ce soit une réussite. La rune de la vie, elle commence à avoir des sacrés problèmes. Pour moi, il y a vraiment que Classis qui s'en sort. Ok, il est un peu perché, mais au moins, il a l'air content. C'est le seul qui a l'air content dans le lot. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Je sais on pas, regarde... il tire les ficelles, mais on a l'impression qu'il fait pas grand-chose lui-même. Faut pas nous donner des micros à Amir, hein, il fait des petits gestes, mais j'aimerais bien... Non, j'ai pas. C'est souvent juste des petites remarques, des petites nuances. Nuances, ouais. J'essaierai de décrire les gestes. Classis, il a montré de la tristesse quand même, en particulier avec le départ de Wilfried, mais pas que. Je suis pas sûr qu'il tire les ficelles. Il ajuste ici et là. C'est l'impression que j'ai plutôt. Après, est-ce qu'il tire les ficelles? Je ne sais pas. Bon. C'est tellement beau. Rome se marre. C'est tellement beau. Mais non, je me marre pas. C'est-à-dire que là, je me mets du côté des MJ qui nous écoutent et qui vous entendent. Et je me dis, c'est-à-dire, c'est des fous. Il y a des trucs que vous entendez. Vous vous rendez même pas compte, c'est énorme. C'est énorme. Et on a appris aussi que Classis était sans doute le premier immortel à incarner une rune. Puisque c'est le mentor de tous les autres, en fait, quasiment. Ouais, mais... On n'est pas sûr pour Azilis, c'est pour ça que je disais... On n'est pas toujours sur ouais, mais ça a vachement d'importance, en fait. Toujours sur Classis, on n'est pas sûr qu'il soit si content que ça. Mais quand même, après avoir dit, c'est vrai, c'est vraiment dur la vie sur la Lune. Ouais, moi aussi, je souffre. Mais bon, je vais aller faire mes courses. Mais en même temps, c'est normal que Il garde au moins un peu d'humour. Mais en fait, à la limite, ça pourrait être normal que ce soit d'abord Azilis parce qu'elle incarne le néant et qu'ensuite ce soit Classis parce qu'il incarne la création. C'est un personnage très ridgerien en fait. Ça fait tellement biblique d'une certaine manière. Je suis content d'avoir inventé un nouveau mot dans la langue française et d'avoir enrichi le vocabulaire francophone grâce à mon personnage. Merci Romain. Non, merci Antoine, écoute vraiment. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai répondu. Alors, Séléné, un personnage à part entière, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau décor? Est-ce que Lexa, il n'est pas aussi, quand même, à l'origine de la décrépitude de ton personnage comme ça, Séléné? Ah si, complètement. Ouais. Quand elle prend le métro, là, le serpent avec Météore pour essayer de trouver Soren et qu'elle s'aperçoit qu'en fait, elle comprend que les créatures, les humanoïdes, on va dire, qui allument les réverbères pour éclairer la Lune sont en fait des anciens terriens exfiltrés. Déportés. C'est juste... elle a juste une méchante envie de tout faire sauter. Elle le fait pas parce qu'elle veut pas être comme Finn Longfinger, aussi pathétique et méprisable. Donc elle se retient, mais elle. Ce qui est génial, c'est que si Finn Longfinger n'était pas là, en fait, tu serais comme lui. C'est que le fait de voir ce que tu pourrais potentiellement devenir, à savoir Céline, Finn Longfinger, ça te fait éviter de le devenir. C'est fou, ça, ce truc. Cette relation que vous avez qui est énorme. Elle est entre l'action et l'inaction. Elle est entre le néant et la mort. Mais Finn Longfinger, lui, n'a pas eu son propre modèle. On ne sait pas. Bah si, il a eu Classis. Mais... Quand on voit ce que ça a donné, on a des petits doutes. Mais est-ce que c'est pas le cas pour tout le monde? Parce qu'on voit que Milan a le même type de problème. Ah oui, avec la peur de se rapprocher de Miphos. Ouais. Moi, c'est paradoxal, mais en fait, c'est le même problème que j'ai par rapport à Soren, parce que Soren, on est tous les deux vie assez fort, parce que je suis Cadriel vie, qu'elle est rune de vie. Mais c'est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a dit, je vous ai formé, mais j'aurais préféré pas le faire parce que j'ai forcément fait des erreurs en le faisant et je pouvais pas faire autrement, mais je l'ai fait. Et alors c'est marrant parce que Kerisan a totalement repris ça. Elle a d'abord décidé que Soren était une incapable, globalement, et que du coup elle n'avait plus à rien écouter d'elle et qu'il ne lui restait plus qu'à faire ce qu'elle pouvait du mieux qu'elle pouvait. Ce qui est, elle s'en est pas encore rendu compte, exactement ce qu'a fait Soren auparavant. Exactement. Mais il y a toujours une construction en contre où
a priori contre, quitte à redevenir exactement comme eux, et je pense que c'est ce qui nous menace tous, Ah, sûrement pas. contre les runes desquelles, enfin les incarnations personnelles des runes dont on est proche. Enfin, je pense que c'est assez. Alors pour Ridger, c'est moins vrai, on va voir, parce qu'on n'a pas trop d'informations sur Classis, mais il y a peut-être une piste. Il y a quand même un rapport avec Wilfried aussi, le côté poète maudit, des œuvres qui vont traumatiser les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs souvent que je dis Ridger c'est un personnage de chaos et qu'Antoine me reprend dit non, ma rune dominante c'est la création, n'oublie pas Romaric. Parce que souvent, en plus comme Antoine en tant que joueur en fait se reconnaît davantage dans la rune de chaos, c'est du moins ce que tu disais dans les micros à l'instant, c'est vachement confusant pour moi. Alors qu'en fait au final, c'est vrai que quand j'y réfléchis et quand je vois les actions qu'il fait, il me fait beaucoup plus penser à Classis, mais vraiment quoi. C'est-à-dire, Mais ouais. mais bon. Donc quand même, il est quand même en adéquation avec ces deux runes dominantes. Mais je trouve que, alors ça c'est une question d'équilibre du système, j'ai l'impression qu'il y a un léger déséquilibre, en tout cas avec toi comme meneur de jeu, je sais pas si c'est comme ça, du chaos sur les autres runes. Ça reste une rune qui reste centrale à la fois pour du social, tout ce qui est perception, pour du combat, rapidité d'action. J'ai l'impression qu'il y a un petit... cheater un peu le Ouais, chaos. Le chaos, c'est cheater, quoi. C'est comme le TOC avec Toulouse, quoi. J'ai l'impression que c'est un c'est peu un peu too much. Voilà, c'est ça. Il y Alors- a un léger cheat autour de ça, ce qui En est fait, pas gênant, mais... C'est pourquoi parce que les autres runes, en fait, sont beaucoup plus passives. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je sais combien vous avez. Tu vois. Alors que le chaos, c'est plus... non, je sais pas trop. Mais je sais que vous êtes dominant à tel endroit, ou tu vois, je vous cerne un peu. Donc j'ai moins besoin de vous demander t'as combien en ceci, t'as combien en cela. Par exemple, bon, Ridger, il me demande de faire une œuvre d'art. Je suis pas en train de oui, mais t'as combien en créa. Et donc ça se voit plus. Et tu as tout à fait raison de souligner que c'est très personnel. Pourquoi ? Parce que c'est la rune de chaos, en tant que meneur, en tant que Romaric, c'est la rune que je comprends le moins. Je suis vraiment... Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis pas du tout chaotique. Ah putain, moi je Et la comprends l'autre tellement chose- bien. Ouais. L'autre Hein, chose- Antoine Je sais pas, mais ça me va. C'est je- quand Moi, ça me va aussi, J'évolue bien. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que pour moi, elle est obsédante. L'épreuve de Wilfried, en plus, c'est paradoxal parce que c'est la rune de chaos, mais nous, on le découvre comme créateur. Dans le deuxième scénario, non, c'est le premier scénario de Renaissance. Ce qu'il définit, c'est qu'il est poète. Oui, tout à fait. Alors que, d'une certaine moi, quand on a commencé à penser, pour moi, c'était pas le chaos. Pour moi, c'était forcément la création. Parce qu'il avait été introduit comme un personnage d'artiste, quoi. Et c'est vrai que, du coup, le chaos se retrouve dans une espèce de réseau qui est un peu plus complexe que les autres. Ouais. Que les autres sont plus Ah. clairs, sont plus On, simples. on pourra reparler de Mais ces des fois. à la fin de la chaos campagne. et création sont assez proches. Je suis en soi. tellement pas Il y a un petit d'accord peu de avec chaos toi. dans la création. Alors, t'es pas d'accord avec Julien, Audrey ? Ah non, Non. Vas-y, fais péter. parce que t'écrirais une œuvre, un roman ou autre, ouais, ce serait effectivement la créa. Mais la poésie, c'est le cœur, et le cœur, c'est le chaos pour moi, clairement. Ça fait pas un pli, quoi. Des gens de l'Oulipo t'expliqueront que ce serait le Cosmo. Rien à foutre, j'ai raison. C'est la vie. Ou c'est la vie. Est-ce Ah, que... Puis la poésie, tu as quand même des règles, des contraintes fortes à respecter en termes de nombre de pieds, de rimes, de la façon de le faire. Tu vois. J'ai pas dit que le chaos était la seule rune. J'ai dit que c'était la première rune. Bah, sauf que tu peux transformer ça en un exercice de style, tu vois. Purement et simplement, sans y mettre la moindre émotion. Oui, et donc c'est raté. Je ne sais pas. Ah bah ça dépend. La même poésie, de- c'est fait pour toucher. Je suis pas à même de juger. Mais- La poésie, c'est fait pour toucher. Tu peux ne pas mettre de cœur et créer des émotions chez les autres. On C'est vrai. aura l'occasion d'en Je trouve reparler. ça dégueulasse. Ça, Ça, pour le coup, c'est cheaté à mort. Le coup du cheat du chaos, tu vois, j'y avais pas du tout pensé. Je pense que c'est vraiment très 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 subjectif. Parce que je vois par exemple dans les parties que vont maîtriser d'autres personnes comme Fly, Cédric et compagnie, je peux te jurer que c'est d'autres runes qui vont être cheatées. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, la rune la plus cheatée, c'est celle qui me ressemble le moins, alors que je vois que pour les autres meneurs de jeu c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est la rune qui leur ressemble le plus ou le... Mais c'est peut-être Qui va parce que être tu cheaté. t'adaptes plus à tes joueurs aussi, non? Non. Je pense que le coup du cheat de la rune de chaos c'est plutôt un reste des jeux d'enquête traditionnels comme Cthulhu, c'est-à-dire que où tu sais tu demandes toujours des jets de vigilance, des jets de perception, Ah des oui. trucs comme ça. Mm. Et en fait, du coup, j'ai tendance à demander
la rune de chaos pour dire genre tu vois, genre comme j'aurais tendance à demander un jet de vigilance ou de perception dans un jeu classique. Alors. C'est comme un espèce de reste en fait, alors que pour les autres c'est intégré, tu vois, je le demande plus parce que je sais que ça le fait. Regarde comment combat par contre Death et Life deviennent cheatés, tu vois, c'est... Oui, non, mais KO aussi. KO décide de l'ordre d'initiative Et c'est important pour toi, ça, l'ordre d'initiative, tu trouves? Comme je suis souvent, comme j'étais à la fin, oui, ça a eu une petite importance. Oui, mais celui qui est à la fin et au début de la prochaine ronde. Ouais, mais, non, parce que notamment si jamais moi j'avais une faible vie, donc si j'attaquais en dernier, ça servait à vraiment rien, parce qu'au début de la ronde d'après, et les ennemis avaient récupéré leur. Ouais, mais leur regardez, malus. tous mes PNJ ils agissent toujours à la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'agis jamais. C'est très rare que j'agisse avant Ridger. Oui, mais c'était intéressant pour mon personnage, notamment les premiers combats où on était mal coordonnés, d'agir en premier, vu qu'il a une très faible rune de mort. Oui, mais c'est à vous aussi de fixer une stratégie. Et c'est là qu'Amir est décisif, à mon avis. Franchement, ton personnage, il devrait vraiment beaucoup plus gueuler. Parce que t'es gentil sur les combats, je trouve. Parce que tu vois, tu dis oui, je suis stratège et tout, machin truc. Tu donnes des super conseils. Pendant tout le combat, t'es là, on devrait faire ça, on devrait... Il y a un moment donné, tu élabores une stratégie et tout le monde s'en fout. Enfin, il y a un moment donné... Mais c'est pas son caractère de s'imposer, sinon il serait capitaine. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que Milan, il pourrait vous faire un truc aux petits oignons, je suis sûr, en disant il faut que tu fasses comme ça. Mais il commence justement. C'est pour ça qu'il faut que tu débriefes après les combats. Faut que tu nous dises putain, mais. De plus en plus à avoir conscience de ça. Faut que tu donnes des coups. Déjà un petit peu à la fin de Renaissance, j'ai mis dans mes faits de simulacre à la fin de la mission 6. Certaines des choses que j'ai imaginées dans ce combat ont eu des effets. Il faut vraiment que je prenne plus le contrôle. Mais l'ordre devrait contrôler tout ça. L'ordre devrait contrôler le combat, voyons. Et donc il va commencer à l'avoir. Il a essayé de donner des ordres là, mais Ridger n'a pas suivi. Non mais Ridger, il était en solo là. Son idée était bonne, mais il a quand même failli crever. Et là, je l'ai encore mis dans mes faits de simulacre. Et là, maintenant, ça va. Il va y avoir des discussions là-dessus. Ah, c'est cool. J'attends que tu te remettes un petit peu, mais il va y avoir des discussions là-dessus. Audrey. Si t'es pas content après lui, tu peux lui appuyer un peu sur les jambes. Sur les moignons. Moi, je l'ai fait. Sur les moignons. Voilà, parce qu'il a plus de jambes. Mais toujours sur la question de l'équilibre, moi il y avait deux autres trucs. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs que j'ai pas pensé à te poser. C'est quoi séduction? Parce que mon personnage vise une orientation politique. Ce serait quoi séduction? Alors, d'une manière générale, dans la base, séduction, c'est création. Mais en fait, ça va dépendre une fois de plus des situations. Parce que effectivement, il y a des fois où j'ai entendu, alors ça me concernait pas moi. Attention, Julien, ton micro. Où j'avais entendu que oui, mais la séduction, c'est aussi être capable de s'adapter à son interlocuteur. Donc c'est chaos. Non. C'est vie et créa, non? Non, c'est complètement vie et créa. D'accord. Dans la base, en tout cas, c'est clairement création. Voilà. D'accord, ok. Le plus séduisant de cette table, c'est Ridger. C'est Ridger qui va avoir le plus de facilité à aller draguer l'étudiante à Doxystérone et compagnie. D'accord. C'est clair. Mais toi aussi, d'ailleurs, t'as une bonne créa, je crois. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Mais le fait est que dans plein de caracs, j'ai la deuxième carac. En plus, tu pourras plus leur échapper. Milan a genre 60 en Cosmo et je n'ai que 45. Tu n'es que le second. Et à un moment, c'est une remake que j'ai fait à Milan quand ils m'ont dit viens nous aider à hacker les caméras. Je fais, tu pourras leur rappeler que j'ai un background scientifique avant d'être canaria. Mais justement, moi je trouve qu'Eri, par exemple, au moment où Ridger est blessé et tout ça, enfin moi c'est là que à ta place j'aurais rappelé, tu vois, que c'est moi qui le soigne et compagnie. Que t'as fait, ceci dit. C'est ce que j'ai fait. Mais tu as voulu y ajouter à ce moment-là Météor pour commencer à dire on fait ensemble et donc on est ensemble et donc il y a des histoires qui vont commencer à se tisser, notamment des histoires d'amour et compagnie. Mais tu vois, t'aurais pu à ce moment-là prendre l'ascendant et dire c'est moi qui vais m'occuper de Ridger pendant tous ces jours-là et vraiment faire le doc, quoi. Pour moi, c'était important cette scène. Je l'ai noté parce que pour Lexa, c'était le fait que Météor aide à sauver Ridger, ça a scellé son adoption au sein de notre cellule. Alors que Kirisan, c'était normal. Complètement. Et pour Milan, c'était normal. Kirisan, c'est Kirisan, qu'elle soit Quadria ou pas. Moi, j'avais déjà accepté Météor. Oui, non, mais moi aussi, mais là... Bon. Moi, j'ai rajouté des points de lien. Mais bon, c'est parce que j'ai des idées derrière la tête aussi. C'est tellement bon. Donc, je déguste mes points de lien avec je voulais je vous dis pas comme je pleure. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 7. 6-7 points. Je crée des points de lien avec Mifos. Et oui, la vie est imparfaite.
Et c'est pour ça qu'elle est belle. On parlait de Séléné tout à l'heure, parce que c'est à la base la question portait sur Séléné, puis on a encore une fois dérivé sur l'impact psychologique et émotionnel que tout ça a eu sur vos personnages massures. Donc Audrey nous a dit clairement, Séléné, moi ça a brisé mon personnage, ça m'a montré... Par rapport à l'Empire, qu'est-ce que ça vous dit de l'Empire? Alors, moi, je vais parler un petit peu méta sur Séléné. Antoine, je t'en prie. J'ai trouvé qu'il y avait une forme de... Enfin, pour moi, ça a été un peu frustrant, car on a tout de suite... Enfin, tu nous as donné tout de suite Le Petit Prince. On a vu les corrélations qu'il y avait entre Séléné et le livre. Livre que moi, à titre personnel, j'ai jamais lu. Et pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement frustrant. C'est un énorme avantage. Pour moi, c'est un énorme avantage de ne pas avoir lu Le Petit Prince quand tu commences sans se mort, au contraire. Parce que du coup, tu vois moins ça sous le prisme poétique, métaphysique et compagnie. Par exemple, et du coup, tu vois plus l'univers comme un vrai univers de jeu de rôle, en fait. Ouais, dans lequel, après, tu vas avoir des corrélations avec le livre. Tu ne l'as pas vendu comme ça, j'ai trouvé. D'accord, ok. Parce que moi, justement, j'allais te dire, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que je trouve que Le Petit Prince arrive trop vite. Et du coup, l'aspect de Séléné onirique arrive trop vite. Je trouve que Le Petit Prince arrive trop vite, justement. Et c'est ce qui a engendré ma frustration. Parce que si c'était arrivé plus tard, peut-être que j'aurais conçu le monde comme un monde en lui-même et que ensuite le prisme du Petit Prince serait apparu. Mais là, le fait que le Petit Prince apparaissent tout de suite dès le départ de Sens Mort. Moi qui l'ai pas lu, je me dis je vais passer à côté de trucs. Il y a des choses que les autres qui l'ont lu, des éléments qu'ils vont avoir en main que moi j'aurais pas et que je saurais pas interpréter. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est un truc. Audrey. Moi, j'ai lu Le Petit Prince. Je m'en souviens assez bien. J'ai beaucoup aimé. Effectivement, j'aime beaucoup le côté onirique et poétique de ce livre. Moi, joueuse, j'ai été bluffée que tu introduises ça dans ton jeu, quoi. En termes totalement méta, je me suis dit, ah putain, quand même, il assure grave Romaric. Voilà, fan club Romaric. Cool. Merci. Et après, par contre, ça m'a pas du tout gêné dans le jeu. Je trouve que ça arrive un tout petit peu trop tôt. Je pense qu'il faudrait mieux faire une première présentation de Séléné, on va dire de façon réaliste, les fragments et compagnie, l'aiguilleur, le géographe et tout ça. Et en fait, ne pas parler du Petit Prince de façon à ce que quand le truc du Petit Prince arrive, on fasse mais oui, c'est tous ces noms, mais le géographe. Mais attends, oui, les gens qui ont lu Le Petit Prince, moi, dès les premiers, quand t'as dit les différents noms des fragments, c'était foutu. C'était évident. C'était évident. Oui, c'était évident. Pour toi, c'était donc évident. De toute façon, que tu me casses le livre dans les mains ou pas, ça change pas. Par contre, nos personnages, eux, ils n'ont pas lu Le Petit Prince, donc ça change rien dans le jeu. Oui. En fait, c'est juste pour dire, Audrey, que dans le livre, les deux choix existent. C'est-à-dire que tu peux soit décrire la cinématique avec Météor dès le départ et laisser, en fait, parce que dans le livre, c'est présenté comme Chrysaor parle de chaque fragment. Et il y a une petite scène entre Météor et le Petit Prince, enfin le petit Céline, puisque en l'occurrence le Petit Prince ici est l'enfance de... On va en reparler. Donc l'enfance de la rune de mort de Finnonfinger. Donc c'est intercoupé en fait. T'as Chrysaor, le Petit Prince, Chrysaor, le Petit Prince. Donc tu peux entendre... Et comme les personnages ne sont pas là, en tant que meneur de jeu, tu peux choisir d'occulter cette scène et de laisser Météor la raconter quand vous le rencontrez après. Donc tu as les deux choix. Soit tu commences par décrire et ensuite le Petit Prince arrive, soit tu fais les deux en parallèle. J'ai choisi de faire les deux en parallèle. Avec le recul, toi Audrey, ça t'a beaucoup plu, je vois ça, c'est très bien, je suis très content. Mais avec le recul, je trouve que moi je me retrouve plutôt dans la vie d'Antoine, c'est-à-dire que je trouve que c'est trop grossier. Ça fait trop remake, grossier, etc. Alors que si tu laisses ça s'introduire doucement dans le truc, c'est peut-être plus élégant. Ça m'a pas gêné parce que tu nous as dit assez tard finalement que Météor nous racontait tout. Donc du coup, on ne devait pas tenir compte de cette scène-là. Je suis d'accord. Ce qui veut dire aussi que je pense que quand on masterise cette partie-là, si les joueurs sont pas très expérimentés, c'est pas évident de faire ces cinématiques et ensuite de demander aux personnages de demander aux joueurs que leurs personnages les ignorent. Oui, mais c'est difficile de faire. Moi, j'ai du mal les parfois différents à niveaux distinguer, d'abstraction. Qu'est-ce qui m'avait été dit, qu'est-ce qui m'avait pas été dit.
Surtout quand Ouais, c'est des c'est personnages qu'on rencontre. Vous trouvez que c'est très important, franchement, l'histoire de Nous, de dans dialogue notre manière, avec l'assistant. nous, dans notre manière de jouer, on fait toujours hyper gaffe à ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Donc, là, en on y est l'occurrence, sensible, on va dire. le fait que Météor et le Petit Prince discutent sur le globe de Varia en vous attendant, il n'y a pas des informations révélées qui sont capitales quand même. Est-ce qu'en termes de Si. game design, Si. Si, Si, tu rigoles. Moi, j'ai eu un problème. Ah, bah oui, tu vas m'en parler, Julien. Alors, Antoine, non. juste avant d'aborder le problème vraiment de ces scènes-là, est-ce qu'en termes de game design, ça vaudrait pas le coup d'être un peu plus flou sur les fragments, de donner d'autres noms, ce genre de choses, pour que ensuite les joueurs par eux-mêmes recoupent ça avec les éléments du Petit Prince. Ça, c'est ce que j'avais fait lors de ma toute première campagne. Ça fonctionne bien. Disons que ça ne dysfonctionne pas. Ouais. Mais l'aspect, on va dire, pas caricatural, mais archétypal des fragments fait qu'il y a une lourdeur déterministe sociale. C'est-à-dire, regardez comme on a très très vite parlé de, finalement, vous savez, cette vidéo d'Usul où il explique l'impact du déterminisme social sur les individus et compagnie. C'est des problématiques qu'on a très très vite introduites dans Sens Mort et que moi je veux voir introduites, les dynamiques de ces questions-là. Et je trouve que le fait de présenter les fragments de façon archétypale comme ça dès le départ, ça les introduit direct. C'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce que individuellement ces gens sont vraiment responsables de leur situation ou est-ce que c'est plutôt une dynamique sociale? Vous savez, avec toutes ces questions sur, mais les gens qui sont à Polaris, certains d'entre eux sont nés à Polaris, donc ils n'ont pas eu le choix d'être des esclaves en fait. Tu vois, il y a un côté comme ça. Et tout ça, moi, je veux que ces questions-là aient lieu. Si tu les introduis d'une façon plus douce, plus subtile, etc., elles arrivent moins bien. Je dis pas qu'elles arrivent pas, mais elles arrivent moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Okay. Voilà. Et puis ça joue aussi sur l'onirisme, tu vois. Le fait que tout soit bien fragmenté comme ça, il y a vraiment un aspect bizarre. Enfin, il y a quelque chose d'étranger. Julien, tu disais que ces cinématiques t'avaient posé problème. La cinématique m'avait posé problème parce Dissonance cognitive. On rencontre les deux personnages juste après. Et oui. Et il y a un moment où je pose une question et Météor me donne une réponse différente de ce que j'ai entendu de la cinématique. Ce que tu as retenu de la cinématique. Oui, ce que j'ai retenu de la cinématique. En particulier, on lui pose la question combien il y a de quadrillas de death. Et il nous dit je sais pas, plein. Et or, quand il a eu une discussion avec le Petit Prince sur le truc, le Petit Prince dit que... ou sinon c'est peut-être Classis qui lui a dit il a tué chacun des gouverneurs de chaque fragment. Donc on peut supposer qu'il en existe. Et donc on peut supposer qu'il en existe autant que de préfets. Alors autant pour moi c'est une erreur de ma part. C'est-à-dire que j'avais zappé, en tant que meneur, j'avais zappé que l'information était donnée à Météor à ce moment-là. C'est à cause de moi, c'est de ma faute en fait, tout simplement. Voilà. Parce que dans le livre c'est clair. Et du coup, je me suis dit, faut que je me souvienne bien de ce qu'il m'a dit parce que c'est pas cohérent avec ce qu'il a entendu. Donc il y a peut-être une raison pour laquelle il l'a caché, mais il faut pas que mon personnage le sache. Et là, j'ai eu une petite dissonance cognitive entre les deux niveaux. Je me suis demandé un petit peu. Et après, tu nous as dit non, mais en fait, il vous a tout raconté. Voilà, et c'est là qu'on a pu débriefer. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une petite différence. Pour revenir sur le Petit Prince, pour réagir à ce que disait Antoine, moi c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que on m'a lu le Petit Prince il y a très longtemps et j'ai pas du tout aimé. Donc le fait que le Petit Prince arrive, en plus mon personnage a un point de vue, il prend un peu de distance, il prend de plus en plus de distance avec la métaphysique pour la métaphysique. Et maintenant il s'intéresse à des choses beaucoup plus concrètes. Le concret l'intéresse de plus en plus et de moins en moins la théorie. Et du coup, c'est parce que t'es frustré. Bien sûr, parce que j'ai des problèmes pratiques. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est de réussir à toucher les gens. Problème avec une rose, ouais. Voilà. Et du coup, le problème est de réussir à... Enfin, et du coup, au contraire, moi, ça m'a fait surtout pas prendre la métaphore et surtout accepter que mon personnage passerait à travers. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je le relise, mais c'est parce que ça fait genre 30 ans... Ça va être intéressant ta relecture. Il y a d'autres grilles de lecture que peut-être celles que j'avais à l'époque, mais à l'époque, j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est intéressant. Du coup, je connaissais l'histoire, mais j'en avais aucune. Enfin, quand même, on passe d'un univers qui est un remake de Warhammer 40 000 à un univers qui est un remake du Petit Prince. Quand on passe dans l'ombre monde et qu'on arrive sur la planète du roi et tout, avec toute cette esthétique que j'imaginais super bien, c'était le kiff total. C'est pas un remake plutôt de je sais pas, la mondialisation 2018 Mais si aussi. mais le Petit Prince ne parle que de ça. La distinction qu'il y a entre le monde des adultes et le monde et donc
le monde des adultes interrogé par les enfants et le monde tel qu'il devrait être, c'est-à-dire le monde d'adultes qui auraient accepté leur part d'enfant. C'est ce que dit Mifos quand il se barre, d'ailleurs. Il dit je vous laisse votre monde d'adulte, je vais réaliser mon rêve d'enfant. Ouais. Et bim. Allez. Et si les choses étaient beaucoup plus compliquées Et bim, le grand méchant. Ouais. Toujours les grands méchants. Les grands méchants sont jamais vraiment trop méchants. sinon c'est Paf, pas- blessure psychologique numéro 2. J'ai peur que chez Mifos, il y a un petit problème de distinction entre les rêves d'enfants et la mégalomanie infantile. Ah Oui, ça je pense que ça c'est acquis. Ah, Mais c'est bon, ça. ce qui est souvent le cas des grands méchants, que ce soit dans James Bond ou dans d'autres trucs. Je suis d'accord. On m'avait parlé par exemple d'un Naruto qui était Attention à ton micro. d'un Naruto, un grand méchant qui était devenu grand méchant parce qu'on avait tué son chien quand il était gamin et qui a détruit le monde derrière presque. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de méchant. Hein. Donc, vous êtes prévenus. Hein. C'est typiquement. Donc voilà. Donc bon, bah évidemment, pour l'instant, vous avez pu expérimenter aussi, vivre dans ce monde-là et voir peut-être à quel point il est différent du monde de Sens Renaissance aussi par ses interactions sociales. Quand vous avez eu ces interactions avec les gangers du buveur et que le fait même de leur détruire en fait leur matériel va causer une réaction en chaîne qui va faire que tous ces gens vont être massacrés, c'est quand même différent. Tu vois, les conséquences. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans Sens Mort, on explore vraiment les conséquences de vos actes jusqu'au bout. Alors que dans Sens Renaissance, c'est on a buté le méchant, on a libéré la ville, c'est wouhou, on est des héros. On est voilà. Alors que là, dans Sens Mort, on va dire ah ouais, on a buté le méchant. Ouais, mais le méchant, il avait une femme, il avait des enfants. Vous voyez, on fait un pas supplémentaire. Amir. On leur avait même pas détruit leur matériel, juste emprunté un petit peu. Oui, c'est vrai, mais en fait notre groupe était déjà préparé à ça, parce que je me souviens que c'était déjà une question qu'on avait eue sur l'idée de ramener les résistants, enfin les survivants de la Nouvelle-York. On s'était déjà posé la question, ouais, mais ils sont habitués à vivre là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller les entasser au pôle sud avec les autres Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres formes de cohabitation? Est-ce qu'on pourrait pas les aider autrement ça? Donc c'était déjà des thématiques sur lesquelles notre groupe était. Parce que vous êtes des grands. C'est-à-dire Oui. que vous êtes des adultes. Vous avez des enfants pour la plupart d'entre vous. Vous êtes âgés. Vous avez déjà une vie en fait bien remplie. Quand on découvre Sens à 18 ans, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et en fait, Sens, c'est vraiment un jeu qui est fait pour des gens qui sont à la faculté, qui entrent à la faculté en gros, et qui vont vivre en fait la fac avec ce jeu. C'est un jeu qui est fait pour les 18-24 ans, Sens. Donc vous, évidemment, vous aviez introduit toutes ces problématiques parce que dans Sens Renaissance, vous aviez déjà envie de voir des problématiques entre guillemets adultes. C'est-à-dire, c'est pas. Alors que Sens commence vraiment comme un teen movie presque. Enfin, c'est. Bon, on va arrêter là alors, on rentre chez nous. Ah non. On parce passe tout de suite à Sens Néant. Non. Parce que Vraiment Mort pas tout de suite introduit, passer à ça, introduit les thématiques adultes, et je pense que à la fin de Sens Mort, on en aura marre des thématiques adultes. Vous aurez envie d'autre chose peut-être. Un autre monde, qui sait. Donc voilà, donc Séléné, rien d'autre à dire sur Séléné, ça. Non. Séléné, on n'a pas eu autant d'interactions qu'on aurait pu, je pense, si on avait eu des interactions, des interludes individuels, parce que c'est un monde qui est caricatural, mais riche, et justement, dans lequel ce serait intéressant, notamment avec l'idée qu'avait eu Ridger, et sur lequel Kirisan l'a suivi, qui est de devenir quelqu'un dans un fragment ou dans un autre pour réussir à commencer à gagner la population à l'idée qu'il était possible de faire autre chose. Ça amène, si on veut réussir à les gagner à notre cause, il va falloir commence à faire des choses comme ça. Comment ils fonctionnent. Il y a tout l'aspect politique quand même. Audrey, oui. Il y a tout l'aspect politique avec les différents partis pris des différents fragments, avec effectivement le fragment de... Un roi, c'est le noble variable. Non, justement, l'astroport, l'aviateur, de l'aviateur où Polaris. en fait, il n'y a aucun parti pris politique de la population. Moi, j'ai trouvé ça ultra choquant. Mais tu sais Ils ont même renoncé à avoir un représentant. Or, tu nous as bien expliqué pourquoi, etc. Mais voilà, donc il y a tout l'aspect politique. Il y a l'aspect... Peut-être ces questions se posent même chez les militaires de l'armée française. Ouais. Pour en avoir rencontré pas mal... dans l'armée française, souvent on se dit c'est difficile de voter parce que on est au service de tous les Français. On n'est pas au service, on est au service de la France.
est-ce que l'idée de la France est colorisée politiquement ou pas? Est-ce que on veut donc tu vois, c'est des questions que les militaires se posent, ces questions-là. Est-ce qu'on doit voter parce que nous, de toute façon, quelle que soit la personne qui va être au pouvoir, on va devoir être au service de la France. Mais c'est pas parce qu'on est au service de la France qu'on n'a pas un avis particulier. Oui, non, mais tout complètement. C'est d'ailleurs la réponse que la plupart des militaires donnent. Hein, je te rassure, c'est pas des abstentionnistes les militaires. Mais tu vois, ils se posent la question de est-ce qu'on peut être au service d'un État, d'un pays, d'un gouvernement, d'un peuple, et en même temps en faire partie. Tu vois. Enfin, c'est. Est-ce qu'on peut choisir un métier où on peut être au service de n'importe. Est-ce qu'on peut choisir d'être un esclave? Voilà, la vraie question, c'est parce que des gens comme Rousseau disent bah non, on peut pas se débarrasser de sa liberté. On doit vivre avec. Mais est-ce qu'être libre, c'est choisir même de pouvoir être un esclave ou pas? Et c'est un peu la question que posent ces gens. Alors après, bien sûr, vous résolvez le truc en disant oui, mais il y a des enfants qui sont nés dans cette éthique-là et qui, eux, n'ont pas choisi parce que de par leur naissance. Donc là, il y a un vrai problème, si tu veux. La question, c'est est-ce qu'on choisit de soumettre sa volonté, son libre arbitre à quelqu'un d'autre? Que ce soit un groupe ou une personne. Mais tu sais que pour la plupart, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est ça. L'amour suprême, en fait, c'est se donner complètement à l'autre, y compris sa volonté, et départir sa liberté. Ouais, bah c'est pas sexy, hein. Non, c'est pas. Non mais ça interroge, tu vois, c'est. Mais ça j'ai mes interroge, réponses sur toutes ces questions-là, hein, donc. C'est pas des questions nouvelles pour moi, donc. Bien sûr. Pense au sadomasochisme. Oui. Et le fait que toutes ces questions-là ne soient pas des questions nouvelles pour vous va faire aussi que vous allez aborder Sens d'une manière très différente que pourraient l'aborder justement des adolescents. Et tu le fais de manière momentanée. Oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Moi, je me suis aperçu, puisque à titre personnel, ce qui pourrait correspondre à des interludes qu'on a filigranés dans les autres interactions, Keri-san se rapproche énormément de Météor parce que c'est la seule personne intéressante qu'elle peut toucher physiquement. Et donc, ça fait les deux derniers survivants. Si elle les Adam et Ève de l'ombre monde, presque. C'est une espèce, en tout cas, de l'ombre-vie. L'ombre-vie, ouais. Voilà. Une vision de l'ombre monde. Ouais. Mais parce que les autres, pour l'instant, il n'y a pas tellement de vous contact. savez pas encore. Ouais. Mais pas informé. D'où l'importance de conserver votre nature. Peut-être qu'après, avec les quadrillas de Cosmo, on deviendra une grande bande de hippies, mais pour l'instant, la seule personne avec qui elle peut avoir une histoire d'amour un peu complète, entre guillemets, avec une dimension physique également, c'est forcément Météor. Et du coup, il va y avoir toute une réflexion autour de ça, basée sur un rapprochement quasi nécessaire avec Météor. Ouais, on progresse on s'améliore qu'en étant confronté à un certain nombre de différences et du coup, Keri est un personnage hyper intéressant en fait, c'est même pas ce regard-là parce qu'elle est justement confrontée à d'autres types de perceptions qu'elle expérimente par elle-même, tu vois. Ah, Elliot. Et c'est non, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant sur Séléné. C'est d'ailleurs je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que ce sera une des solutions pour l'EXA, c'est qu'on progresse en étant confronté à la diversité, et la diversité des gens qui vivent dans ces fragments, elle est énorme en fait. Alors après, on progresse. La spécificité on des se gens. comprend. Moi, j'ai tendance à penser qu'auprès des autres, c'est plutôt qu'on se comprend. Alors, j'aime pas la notion de progrès en fait. J'ai une hostilité. C'est peut-être pas le mot, mais on s'améliore ou en tout cas on se complète. Tu dirais, je pense que Ryger dirait on se complète, mais on évolue. Ouais, c'est mieux que progrès. Non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'on apprend à se connaître. Tant que j'ai pas rencontré un gros caillou. C'est la même chose pour moi. Je ne connais pas les limites de ma force. Et en fait, Séléné, ça va être une façon en fait pour vos personnages de se confronter au social, à la société. Vous êtes des sauvageons. Sens Renaissance, vous êtes élevés dans une base militaire. Tout autour de vous, c'est des espaces sauvages. Franchement, vous êtes presque des enfants sauvages. Vous avez été recueillis dans une espèce de jungle chaotique de guerre, de champ de bataille, de machin. Vous êtes des enfants soldats, des enfants sauvages. Et là, pour la première fois, vous êtes confrontés à la société, avec tout ce qu'elle comporte de gluant, d'avilissant, de pacifique, de moutonnier, de panurgisme. Pas que, regarde. Avec tous nos préjugés. Voilà, et on va voir. Les deux petits vieux, là, avec le goûter, le thé, le chocolat et tout le bazar, c'était énorme cette scène avec le chocolat.
Et c'était réel. C'était génial. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était des enfants sauvages. Enfin, en tout cas, moi. Et après, ils disaient la politique, et du coup, vous en pensez quoi? Et alors, vous allez vous lancer en politique. Jamais je m'étais attendu à ce qu'on me pose des questions pareilles avec ça, quoi. Et la scène du chocolat, pour le quadrilla qui ne peut pas manger et pas boire, c'est une exclusion de plus. Ouais, mais c'est normal. C'est une exclusion de plus. C'est-à-dire qu'il regarde normal. les autres se comporter comme des humains et il aimerait bien se comporter comme... ou elle aimerait bien se comporter comme une humaine. Mais elle peut pas. Ouais. Mais justement, ils se comportent pas comme des humains. Ils se comportent comme des gens de la bonne société. Ils se comportent comme des gens sociaux, comme des gens... Des animaux sociaux. Voilà. Oui, mais le fait Il n'y a de pas pouvoir... de définition de Mais l'humain. dans tout... On voit ici que le fait de manger ensemble, ça transcende Ouais, bien quasiment tous les milieux et tous les fragments. Surtout en France. Surtout avec des Surtout- joueurs français. Surtout, peut-être même dans un jeu créé par un Français. Ah, français. Voilà, exactement. Mais c'est Parce que cette société, bien sûr, elle est un reflet de la société française. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que d'ailleurs, traduire sens, etc., l'exporter à l'étranger, je ne sais pas si ça a du sens. D'ailleurs, qu'on perdrait même la polysémie du mot et compagnie. C'est que c'est des problématiques bien françaises. Ce jeu est fait pour des Français. Il est écrit pour des Français aussi. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, je pense que là on touche à des thématiques. Qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui est pas constant d'un milieu social à l'autre? Comment est-ce que un alien, pour reprendre un extraterrestre, De pour Ridger. reprendre la métaphore d'Antoine, peut se comporter ou pas dans ce milieu-là? Mais c'est sûr qu'on atteint très très vite les postures politiques des joueurs. Moi, je sais que je me suis aperçu après la discussion qu'avait Kerisan avec Météor, que je développais une théorie de l'action pénitente, qui est typiquement celle sur laquelle je réfléchis actuellement, qui est, à partir du moment où j'agis, ça peut avoir des conséquences négatives, et la Lune Séléné va pas se priver de m'expliquer très très lentement quelles vont être les conséquences négatives de la moindre de mes actions, mais à la fois il est intolérable de ne pas agir quand on est un peu sensible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'être sensible, ou alors on agit en acceptant que on agira avec culpabilité, mais qu'on essaiera quand même de faire de son mieux. Ça, c'est la posture avec laquelle Kerisan commence Séléné. Et du coup, je pense que le fait qu'elle ait déjà eu à résoudre plein de ces problèmes-là dans Terre fait que Oui. je suis... et du coup, je me pose moins, j'expose moins mes cas de conscience. J'en ai, Ouais. mais j'ai déjà accepté que j'en aurais. Moi, c'est une des conclusions que je tire de tout ça. C'est que, en fait, pourquoi j'ai voulu accélérer Sens Renaissance Attends, excuse-moi, Amir, tu voulais ajouter quelque chose? Un truc, c'est qu'on peut également ne pas agir avec culpabilité. Oui. Bonne remarque. Un des trucs essentiels, c'est que je savais à qui je m'adressais. Quand j'ai commencé cette campagne de sens avec vous, je savais à qui je m'adressais. Je savais que je parlais à des gens qui avaient fait beaucoup de jeux de rôle traditionnels, qui avaient effectivement fait beaucoup de jeux de rôle, on va dire, avec des propos forts, à travers... parce que vous, êtes des organisateurs du GN Dagon et compagnie, qui est un jeu dans lequel il y a déjà des propos autour de l'inspiration, du rôle, en fait, on va dire, des inspirés dans la société et compagnie. Donc je savais que Sens Renaissance, ça allait être un peu le côté chiant, en fait, et j'avais pas envie de vous dégoûter, quoi. J'avais pas envie. Donc j'ai pas arrêté de vous dire, Sens Renaissance, c'est un mauvais moment à passer, vous en faites pas. Après, il y a le jeu que vous aimez derrière. Mais j'aurais été avec des ados, par exemple. Quand je vais jouer, par exemple, j'attends avec impatience le moment où donc mon neveu et ma nièce, qui font du jeu de rôle, vont arriver à l'âge où ils pourront jouer à Sens. Parce que ils ont 10 et 12 ans, c'est impossible. Je veux dire, ils peuvent pas jouer à Sens, tu vois, c'est trop jeune. J'attends avec impatience ce moment-là, et là, j'aurai aucune honte, quand ils auront 18 balais, à leur maîtriser Sens Renaissance. Au contraire. Parce que ils vont adorer cette dimension-là. Et de la dimension héroïque, on va des quadrillas, il y a des personnages super classe, super charismatiques, le côté manga, en fait, tout simplement. Et après, ils vont se prendre Sens Mort dans la gueule. Mais vous êtes trop âgé pour Sens Renaissance, quelque part. Il y a déjà un côté... vous pouvez plus vous amuser avec ce genre de... C'est bien éclaté quand même. Ah oui, mais Ouais, parce ouais. que justement, j'ai fait descendre, en fait, les problématiques de Sens Mort dans Sens Renaissance. Il nous reste quelques rêves d'enfants. Peut-être. Vous avez fait descendre aussi, parce que je dis j'ai fait descendre, mais vous avez importé aussi des problématiques de Sens Mort dans Sens Renaissance. Donc il y aura moins cette rupture, effectivement, cette discontinuité. Mais logiquement, on demande souvent où est la philosophie dans Sens. Mais la philosophie dans Sens, elle est à partir du moment où les gens se clashent sur Sens Mort, quoi. Et là où on va se poser des tas de questions sur nos déterminismes sociaux, sur la société, sur notre place, sur comment agir pour changer les choses.
Donc, tu joues un mec qui arrive et qui a des idées de liberté au sein d'une société qui ne veut pas en entendre parler. Et je suis désolé, mais c'est complètement la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'aîné, c'est maintenant. Donc, ça interroge aussi la position des joueurs visser le cul sur une chaise. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le podcast d'Éveil avec Adrien Cahuzac, qui est un jeu d'ailleurs, Éveil, qui s'inspire beaucoup de la façon dont à sa table les gens ont vécu Sans Mort. Adrien raconte cette anecdote dans Sans Mort. La première action d'un de ses joueurs, Caillot, c'est de taguer. Donc ils arrivent sur la lune en marchant et il a une bombe de peinture et il tague sur un mur. Ça commence, je crois, ou un truc comme ça. Sous-entendu, parce que eux, ils vont se battre avec le street art en fait pour. Ça sous-entend que ce personnage, en tout cas, va tenter de faire des tags partout sur Séléné pour éveiller les gens et comme ce type qui est en train de taguer des bites à Bruxelles partout là. Je sais pas c'est si vous avez entendu génial parler de ça. ce truc. Il décide des vagins, des bites partout pour dans l'urbain en fait, choquer, peut-être sortir les gens de leur zone de confort et compagnie. On sait pas encore quel est son propos, mais voilà. Et c'est un petit peu la manière dont donc Éveil, le jeu d'Adrien Cahuzac, c'est un petit peu justement une relecture street artiste de Sans Mort. Et donc évidemment, ça va beaucoup plus vous intéresser. Enfin moi en tout cas en tant que meneur de jeu, ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment vous allez jouer dans cet univers que dans Sens Renaissance. Et là, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que dans Sens Renaissance, j'arrêtais pas de vous dire vous en faites pas voilà. C'est ça le point. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Moi, j'ai un peu épuisé les questions. Il y a un petit sujet, alors peut-être qu'on Antoine, va je t'en le prie, hein. torcher rapidement, mais on n'a pas parlé du Kabuki. Et, Le Kabuki. Je pense que c'est un personnage qui peut avoir son importance. Peut-être. Parce que pour moi, je ne l'ai pas associé à un quadrilla. Alors peut-être que je suis le seul. Je confronte l'idée. Alors, est-ce que vous avez vos hypothèses au sujet Et qui est le Kabuki ? pour moi, c'est quelqu'un qui évolue encore sur un autre monde qui n'est ni celui de l'ombre monde, ni sur le nôtre, et qui est encore à un autre niveau. Alors le Kabuki, on le voit à deux moments. Audrey. On le voit on le voit d'abord dans Aqua City quand avec Milan et Fluvius, je me dirige dans la chambre de Maria où elle est donc dans le coma et où Fluvius partage sa vue. Enfin, on sent une présence en fait et on ne voit personne. Et Fluvius me dit mais si, il est là, il est sur la chaise juste devant elle, il fait des trucs et tout, et donc il partage sa vue. Et je vois le Kabuki en fait qui aspire l'essence de Maria, ou en tout cas il est aux côtés de Maria et quelque chose d'elle, et en tout cas il manipule des choses, et il n'est ni dans la réalité ni dans l'ombre monde, il est dans un troisième Il n'est pas dans l'ombre monde du tout. non, c'est ce que je dis. Voilà. On sent sa présence dans l'ombre monde comme on la sent dans la réalité, mais il n'y est pas, il est ailleurs. Donc il y a un ailleurs, il y a une autre forme de réalité encore, une autre strate. Il y a aussi il y a aussi une réalité qu'on avait identifiée, qui est celle des joueurs qui peuvent insuffler par l'inspiration positive, par les faits de cellulis, complètement, oui. sur leur personnage. Donc il y a déjà cette réalité en plus. CF, les discussions qu'on a eues avec Nedemon Classis, Tout à fait, etc. tout à fait. Donc ça ajouterait peut-être un quatrième niveau de monde. La deuxième fois où on le voit, c'est quand on arrive donc pour sauver Wilfried, et où on voit le Kabuki qui est agenouillé devant Miphos. C'est une cinématique. Ah putain, c'est une cinématique. Ouais, mais j'ai rien dit. justement, c'est bien. Bon, il est agenouillé devant Miphos et parle des grosso théories des modo, joueurs, là. il paie ses hommages à Miphos, il le met en garde, etc. Enfin bref, visiblement c'est une créature de Miphos en tout cas. Ils ont des liens. Et ensuite, dans le Serpent, quand je suis avec Météor à la recherche de Soren, on voit Classis et on discute avec Classis, et je lui parle du Kabuki. Donc je décris le masque, les gants, le machin, et visiblement, il sait pas de quoi je parle. Alors il ment peut-être, hein, peu importe, j'en sais rien. Mais voilà, c'est en tout cas les trois fois où on entre en contact avec, où on a un rapport avec. Attends. Oui, c'est un quadrilla de mort. Et le fragment de l'aiguilleur. Oui, il s'appelle l'aiguilleur aussi, mais... Il y a une cinématique où clairement Maria lui demande son nom et où il répond « Je suis l'aiguilleur ».
Oui, complètement. C'est Miphos qui l'appelle comme ça. Et Miphos aussi. Et Miphos l'appelle les comme deux, ça. Les deux. Le nom est dit 2 fois. Ouais, c'est un. Mais je sais pas. Moi, je suis pas convaincu T'es que pas ce soit convaincu que ce soit un quadrilla. que un quadrilla de mort. Lui se présente dans la première cinématique, je crois, comme le narrateur. D'accord. Quelque chose comme ça. Au Ouais. moment où il empêche, dans la première cinématique, il empêche Maria d'attaquer Soren. Il dit non, c'est pas le moment, etc. Pas Et comme ça, Il etc. se passe comme ça et c'est là où elle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le voilà à ce je crois moment-là qu'il se aussi. présente comme le narrateur, ce qui fait que moi, je me suis demandé si c'était pas Sens. Si c'était pas. Alors, dans mes notes, il y a marqué que c'est Sens. Oui, il y a écrit ça. À un moment donné, vous Dans avez mes dit- notes, il y a marqué que c'est Sens. Et d'ailleurs, vous en avez parlé à un moment donné Sens, Kabuki. à Aiguillard. Solipsis, qui vous a dit, je crois, au Solipsis ou Filon Figure, qui vous a expliqué que Sens c'était un C'est concept de Solipsis. classis. Ouais. C'est Solipsis. Voilà. Et que c'était un mythe. C'était un mythe ou C'est c'était. l'idée que celui qui réunirait toutes les runes de Sens deviendrait Sens, en fait, tout simplement. C'est ça. Sauf qu'après, on apprend que Miphos l'a pas encore fait, puisqu'il a la rune de chaos en sa possession, mais qu'il l'a pas encore Ajouté à ses ajouté à son cadran, et que du coup, il n'y a pas encore de sens. Ou alors, il y en avait un, et s'il va le remplacer, je sais pas. En tant Bref. que joueur, moi j'ai d'abord pensé que c'était Sens. Ensuite, j'ai pensé que c'était un quadrilla qui avait un masque en philonite ou quelque chose comme ça qui lui permettait de disparaître, entre guillemets. C'est qu'il était en fait juste invisible dans tous les mondes. C'est pas qu'il était. Son masque est changeant. Oui, en plus. mais ça, ça peut être ce que fait la philonite. Mm. Et après, je me suis demandé si c'était pas un quadrilla de néant. C'est pour ça qu'on n'arriverait pas à le détecter, même dans l'ombre monde. Et puis, quand il s'est retrouvé à genoux devant Miphos, je me suis dit, en fait, c'est peut-être Sens, mais peut-être que une fois qu'on a la toute-puissance, un peu comme les quadrillas de vie qui se plaignent de ne pas avoir, d'être nés sans contrainte, eh bien, le dieu sans contrainte, à un moment, vise à redevenir sous contrainte ou à retourner dans un monde où il y aura du jeu, où il y aura de la contrainte, parce que c'est ça qui fait que ça vaut le coup d'exister. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il n'a pas intérêt à servir Miphos pour le faire devenir Sens à sa place, pour pouvoir redevenir lui-même? Et après, il l'a appelé l'aiguillère, ce qui faisait penser que c'était évidemment un quadrilla de Death, mais on a vu que les quadrillas de Death, ils n'arrivaient pas à sortir de la Lune. Alors comment est-ce qu'il aurait été sur Terre pour bloquer? Peut-être que Miphos a passé un pacte avec lui pour qu'il le serve en échange d'avoir le droit de sortir de temps en temps de la variage. Voilà, c'est à peu près les. Il y a plein de questions. C'est à peu Peut-être près. que c'est Sens et qu'il joue juste un jeu de rôle. Voilà. Donc, Tu commences à adopter une vision classicienne, alors- toi aussi. mais à un Mais moment, j'adore Classique. effectivement, quand il s'est présenté comme le narrateur, je me suis demandé si c'était pas Classis. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Je ne sais plus. Merde. J'ai perdu le fil. En C'est un fait, en perso- écoutant, je me suis laissé emporter par tous les trucs. Ah oui, il y avait une question sur le forum l'autre jour, parce que c'est bien entendu, cette campagne de Sens, c'est aussi pour les meneurs de jeu qui veulent voir d'autres campagnes se dérouler et compagnie. Il y avait une question d'un meneur de Sens qui disait, mais vous, dans vos campagnes, quand est-ce que vous introduisez le mot Sens? C'est vrai, après tout. C'est la première fois que vous entendiez parler de Sens dans cette affaire. Je ne crois pas que Classis vous ait lancé le mot au départ. Donc, en fait, moi, voilà, la réponse est claire. Parce que je peux la donner, c'est au début de Sens Mort. À part un événement tout con, à un moment donné, le monde des ombres va changer d'apparence. Et il y a des ombres, pendant le moment où elles changent d'apparence, qui scandent le mot Sens en boucle, en boucle, en boucle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à un moment donné, quand les joueurs vont donc aller parler de leur rencontre avec le Kabuki, mais ça peut avoir lieu beaucoup plus tôt, parce que figurez-vous que dans le scénario Akina du kit d'initiation, à la fin, les joueurs croisent le Kabuki, déjà. Donc on peut le croiser dès le premier scénar, ce personnage. Mais en tout cas, le croiser, disons, l'apercevoir. Et donc, quand on parle de ça, et quand les joueurs commencent à élaborer des hypothèses sur un espèce de surêtre qui posséderait toutes les runes, à ce moment-là, Soren peut expliquer aux joueurs que les runes de Dieu, on les appelle comme ça, le peuple les appelle comme ça parce que il y a les catholiques, les protestants, les grandes religions révélées, ça va vraiment, on va dire, jusqu'à de l'ancienne Bible jusqu'au Coran, en passant par à peu près toutes les religions révélées, en fait, les ont appelées les runes de Dieu.
dans un terme neutralité, en disant bah oui, c'est les runes ou les runes des dieux. Mais en réalité, la traduction correcte, c'est les runes de sens. Et ça vous a été dit, ça. Par Soren. Par Soren. Au Donc, passage, et c'est comme ça qu'on peut introduire, c'est juste pour répondre à la question sur le forum qui avait été posée, comment introduire le... Eh ben c'est comme ça qu'on peut l'introduire en fait. au passage, oui, mais il y a aussi un moment où c'est caché dans le monde logique, notamment les 3 schémas rajoutés. Effectivement. Comme on connaît le nom du jeu, on sait. Et en plus, je crois qu'il y a un spoil dans le Maelstrom. J'ai commencé à lire. Mais non, il y a un spoil dans la bande-annonce, les gars. La lutte contre Sens est à son commencement et nul ne peut encore prédire Tout qui à en fait, émergera victorieux. On sait dès le départ que c'est un personnage. Mais en Sens comme dieu des runes. Je crois que dans le 2e ou 3e article du Maelstrom, à un moment tu dis mais c'est un personnage qui a achevé et qui Voilà. masque. Et en fait, du D'accord. coup, j'ai arrêté de lire le Maelstrom parce que je me suis dit, en fait, Il y a donc, des spoils. attention, il y a des spoils dans le Non, Maelstrom. en fait, pas tant que ça. Dans Enfin, les voilà. articles. On sait que Sens, donc, c'est celui qui rassemble toutes les runes. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça, quoi. Allez, Audrey, elle est là, elle fait son petit soir encore, je le sens. Ça lui plaît. Ça te plaît tout ça. Alors là, vous entrez dans une autre phase un petit peu plus rébarbative à la fin donc de l'épreuve 2. Donc le départ de Wilfried. Parce que l'épreuve 1, c'est arriver sur la Lune, globalement. Le voyage de la Terre à la Lune. Épreuve 2, c'est départ de Wilfried, pour faire simple. Et après, vous entrez dans une phase d'enquête. Vous allez devoir partir en quête de Soren et de Maria, qui partent toutes deux, qui quittent le navire et qui partent pour une destination inconnue. Et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi elles sont parties sans rien nous dire et compagnie. Et vous commencez à enquêter sur la disparition de ces deux personnages. Sachant que ces enquêtes vont vous mener à vraiment parcourir plein de bouquins à la bibliothèque, des événements passés, et donc ouvrir potentiellement d'autres pistes de recherche sur l'histoire de Sens et compagnie. Donc là, ça part dans toutes les directions, si j'ose dire. Et là, ce qu'on a fait à la fin, c'est plutôt des petits solos, mais qui partent un peu dans tous les sens. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la fin. Bah, Audrey, toi, tu t'es carrément endormie, ça t'a fait chier. Enfin, ça t'a pas fait chier, mais t'étais fatiguée à ce moment-là. Ouais, il était 2h du mat, j'ai un peu claqué. J'étais En un peu termes claqué, ouais. En termes Julien. en termes méta de gameplay, en fait, je pense que ce qui a tardé, c'est que on comprenne qu'on n'y arriverait pas. Je pense que, alors, je sais pas comment c'est dans le livre. C'est pas que vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que vous On ne y trouveriez pas Soren et Maria en allant Tout de à la suite. bibliothèque de On peut Doxystéron. pas- on Non, peut- mais c'est- même tout qu'on de ne le suite, trouverait pas tout de tout de suite, suite, parce tout qu'on de a, suite. on a Vous mis pouvez en pas œuvre un le certain nombre de vite. stratégies pour essayer de les pister, de les trouver d'accord. immédiatement. Et En fait, voilà, il genre- y a un moment donné où tu tournes un peu en boucle, tu te dis putain, merde, on vient de se faire tous les fragments, on a utilisé Fluvius, on a utilisé les quadrilles En fait, j'aurais pour dû essayer de la tracer et tout, et en fait, bon, bah on a dû louper quelque chose, allez, on recommence quoi. En fait, j'aurais dû vous Et dire au bout de la clairement. deuxième fois, j'avoue que je me suis dit, bon, ben là, je sais plus quoi faire. Je pense, Audrey, que j'aurais dû dire clairement, en gros, il y a un mois qui se passe. Enfin, vous dire, vous prenez un mois pour faire tout Ouais, ça. Ça prend des heures, c'est et hyper vous important parce que comprenez du vous la coup, retrouverez pas tout de suite. ouais. Je pense qu'en termes de gameplay, là, ça vaut le coup de laisser les joueurs s'affoler une demi-heure. Genre, qu'est-ce que vous faites? Les caméras, ça, voilà, vous perdez la trust. Bon, alors on va peut-être faire ça. Attendez, en fait, là, vous ne la trouverez pas. Vous les Mais tu trouverez vois, au plus. bout de Donc, 2h30 de jeu, juste. Vous allez continuer à chercher, mais pensez que vous avez un mois. Donc pensez aussi à qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pendant ce mois-là, comment ça va s'organiser par rapport aux autres objectifs que vous avez. Parce que je vous le dis, ça sert à rien de jouer minute par minute maintenant, parce que ça va durer un mois. Ouais. Et donc prenez le temps Ouais. de faire les choses et prenez le temps d'y réfléchir. Quitte à décider que les 3 premiers jours, vous vous êtes perdu dans des pistes secondaires. Et ensuite, construisons vraiment. On a ensemble la quand suite même fait Sens, preuve de beaucoup d'idées. Je trouve que après, il y a eu effectivement retrouver Mais vous avez un découvert texte, beaucoup de choses. retrouver Ouais, un mais texte on écrit par cherche Solipsis de ce pour qu'on cherchait pas. Oui, mais vous avez découvert beaucoup de choses. Vous avez commencé à entendre parler de l'héritage, et je vous rassure, hein, vous êtes en plein dans ce sens. Vous êtes, mais vous suivez pas le truc. Effectivement, ça ne vous donne pas d'indice. Enfin, si, quand même. Non, mais Vous savez ce que vous cherchez maintenant. oui, on sait ce qu'on cherche, mais comme disait Julien, on était vraiment dans une course au moment Ouais, de. C'était le côté contre la montre, en fait. C'était le qui était côté mal contre géré. la montre, et on s'est essoufflé sur cette course Ouais, je parce suis d'accord. que on Mmh. partait T'aurais pas dû pour un marathon et nous on a couru le 100 mètres. Quoi. Ouais, non, c'était une erreur. C'est ça, ouais. Et au bout de 200 mètres à être vraiment au taquet, Ouais. on s'est dit bah on n'en peut plus quoi. On n'a plus d'idées. On n'a plus d'idées, on est sec, on n'y arrivera pas quoi. En même temps, si je vous, en fait,
Bon, c'est un peu raté au niveau de la mise Non, en mais scène. c'était pas grave parce qu'on a fait des belles scènes de roleplay entre persos, du coup. Oui, et puis, en c'était fait, bien aussi. vous savez, il y a cette histoire de synesthésie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, dans Sens Renaissance, il y a une mission, il y a une enquête, puis on réussit. Puis là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous courez dans tous les sens, vous dites, mais on va réussir. Mais en fait, on réussit pas. C'est aussi un peu la première mission, en fait, d'échec. Non, la première, c'est le roi. Pour nous, c'est le roi. Au graveur. Non, mais je veux dire Attends. sur Séléné. Je t'entends pas, Amir. Oui, Qu'est-ce que tu excuse-moi. disais? La première, c'est graveur, on n'arrive pas à sauver notre amie qui devient Quadrilla. Elle était malade, on n'arrive pas à la sauver. Ça, c'est le premier échec. Ouais, je suis D'accord. d'accord, mais C'était je parlais traumatisant à je l'époque. parlais sur Séléné. Pour moi, le premier échec sur Séléné, c'est la confrontation avec le roi. On en prend grosso modo plein la gueule. J'ai pas le temps de terminer de lire ce Mais ça, c'est parce que putain vous de êtes... chapitre qui est en plus Mais le plus long. pourquoi On a vous mal y êtes- choisi, c'est le plus long. Pourquoi vous y êtes allé à 3 alors que vous avez 5 personnages disponibles? Vous y êtes allé à la moitié de vos... Parce que j'y allais en reconnaissance. Oui, Fallait bien qu'il y en ait un qui se décide. Oui, mais donc, tu vois, c'est une mission de reconnaissance. Enfin, reconnaissance. une, genre moi, Donc quoi. au final, tu as réussi ta reconnaissance. Ouais. Tu as réussi à montrer 2 choses. 1, qu'ils étaient balèzes, donc il fallait y aller à tous. 2, qu'en lisant le texte du Petit Prince, on pouvait les exorciser. Donc finalement, fait. donc c'est pas un échec finalement. T'as eu ce que tu voulais, t'as reconnu. T'as fait ta... C'est une super Ah, t'aurais bien réussite, voulu, ça. en pleine mission de reconnaissance, en plus arriver à défoncer le... Bah ouais, On C'est sait, gourmande, hein, elle est gourmande. mais mon oui, Audrey. toujours. les missions de reconnaissance de Lexa ou Ridger, on sait en général comment ça se finit. La mission de reconnaissance devient très vite une mission de Ouais, ok. rescue. De Non, c'est pas rescousse. vrai. Donc à noter que moi ce que je note Thierry, elle est mauvais. ce que je note de tout ça, Mauvais c'est esprit. qu'il faut pas cacher à ses joueurs, lorsque Maria et Soren disparaissent, plus d'un quart d'heure, en gros une demi-heure de jeu, qu'ils n'arriveront pas à les retrouver. Parce que sinon, plus ça que crée de leur la niveau frustration. d'amusement. Voilà, En fait, c'est ça, ouais. C'est Ouais. ça, parce que ça En fait, peut. ce que je Ça voulais peut créer, durer un peu parce que ça peut faire des belles scènes de Oui. roleplay. Typiquement, moi, c'est les premiers contacts que j'ai vraiment avec Météor et les premières discussions que j'ai avec Météor. Ça a donné aussi des belles scènes de roleplay entre Lexa et Rager. Ok. Mais après, au-delà de ça, faut. Eh ben, vous faites Enfin, bien de vous me aussi, dire- vous avez eu des bons moments. Vous faites bien de me dire parce qu'il y a plusieurs fois où ce sera le cas dans Sens Mort et donc où je pourrais vous dire bon là je pense qu'on a fait le tour, vous comprenez que vous y arriverez pas. Tu vois, c'est un peu comme une cinématique en Et fait. le- Ouais complètement mais c'est- sauf que je trouve qu'il y a 2 choses. L'une, quand le MJ dit vous n'y arriverez pas, ça veut dire que les joueurs quelque part n'ont pas échoué. Et là ce que je voulais vous faire sentir c'est une sorte d'illusionnisme de se dire putain mais est-ce que c'est nous en tant que joueurs qui avons foiré ou tu vois D'où ça le- fonctionne pas très bien. D'où le en fait. fait de laisser les joueurs tenter malgré tout et Voilà. Mais je retiens que ça fonctionne pas très bien. Ouais, puis Non, pour mais- toi, ça peut être cool aussi parce qu'on peut avoir des. Pardon, on peut Tout va avoir bien. des idées fun. Pardon, excuse-moi, Amir. Amir, allez, J'essaie pas vas-y. de couper personne, mais bon. Allez, non. C'est Donc difficile. là, ça a duré longtemps parce qu'en fait, on était beaucoup et on s'est séparés. C'est pour ça que ça a duré C'est vrai. longtemps. Ça c'est vrai. Parce que Je sinon, vous l'avais dit en plus que ça ouais. se prêtait pas à la que ça servait à rien de se séparer dans ce sens. Mais le contre-la-montre pousse à séparer les persos. C'est une grosse connerie quoi, c'est ça. J'aurais pas dû Et- vous dire que c'était et- du contre-la-montre en fait. hein. Mais comment faire enfin, ouais. Et ensuite, on a des outils modernes en termes de gameplay pour revenir sur de la synesthésie, même quand on fait des ellipses, qui est, ok, vous la trouvez pas pendant 1 mois, qu'est-ce que ça vous fait? J'aurais pu faire ça. Ouais, c'est bien ça. C'est les méthodes que... D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à l'après. Avec Apocalypse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait après. On l'a joué avec Audrey, Ouais, où je vous ai complètement. raconté ce que ça faisait, notamment à Fin No Finger. Moi, je vous ai dit, ça fait ça, Fin No Finger, et ça vous a incité à le faire aussi. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, vous avez aussi 1 mois pendant lequel vous vous épuisez à chercher sans trouver. Dans quelle direction vous cherchez? Qu'est-ce que vous découvrez d'autre, d'une certaine manière? Mais c'est ça. C'est pour ça Et- que je vous ai fait créer des points de lien avec des PNJ Tout que à vous auriez fait. rencontrés au cours de cette Et enquête. là, on reprend ce mois-là, on retire une petite heure où on cherche, où on découvre des trucs qui sont hyper intéressants, comme la pègre. Nous, on est tombé sur la pègre du buveur, etc. Mais on n'a pas poussé jusqu'au moment où ça devenait vraiment intéressant, parce que c'est pas ce qu'on cherchait à ce moment-là. Parce qu'après, il fallait rencontrer les... Oui, d'accord. Est-ce que vous étiez dans le contre-la-montre, en fait, toujours Voilà. ouais. Moi, j'ai coupé l'interaction de Julien parce que, oui, on sait bien, tu discutes avec ça, mais nous, on a Soren à trouver, c'est urgent. Arrêtons là et passons à la suite. Mais en même temps, cette manière aussi de rencontrer, je te la trouve signifiante aussi, cette manière de rencontrer les gens du buveur comme des outils, en fait. Et vous l'avez payé cher.
C'est-à-dire que vous êtes servi d'eux comme des outils, des consommables pour en fait, le contre-la-montre aussi, ça amène à une certaine forme de broyage de personnages, tu vois. T'avances. Ça, on l'a très bien vu avec un podcast assez récent qui a été posté au début de l'année sur l'horloge du diable, qui est un jeu de rôle qui triple là-dessus, justement, sur comment le contre-la-montre engendre du sacrifice, en fait, énormément. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu émuler là. C'est pas très réussi. Ça marche pas. Alexa, elle a décidé que pendant ce mois-là, elle, ce qu'elle faisait, c'était complètement autre chose. En fait, elle plonge en eau trouble. Elle arrête de chercher Soren. Et elle se détache de son équipe. Et elle se rapproche de Finn Longfinger dans l'idée de prendre ce qu'il a à offrir et ce qu'il a à lui enseigner. De faire un peu de soutien parce que ça l'aide à pas plonger plus, quoi. Ça, c'est génial. Hein. T'essayes de remplacer Soren, on t'a vu. Il y a toujours... Non, alors pas du tout. Et il y a toujours un joueur qui fait ça. On parlait d'Agonis avec Flavie hier soir, où on disait qu'Agonis et Céline étaient devenus les meilleurs amis du monde à la fin de Sens Mort. Et toi, tu t'apprêtes à devenir finalement cette il y a à faire encore, hein, parce que je la vois pas comme ça. Mais... Vous avez commencé sur des mauvaises bases. Non, mais justement, en fait. Ça, moi, je pense que c'est le genre d'amitié. On a tous comme ça un ami avec lequel on a commencé par se prendre la tête et qui finit par être quelqu'un de très, très, très proche. Et je pense qu'il va y avoir de la proximité entre eux. Ça, j'en suis sûr et certain. Amir. Juste une petite remarque, tu dis que ça a été raté, et effectivement, ça a été raté vu qu'il y en a que ça a frustré. Moi, personnellement, la longueur de la scène d'hier, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai aimé la frustration de ne pas trouver Soren, et je me suis jamais ennuyé. Donc, pour moi, ça n'a pas été raté. Mais après, je comprends que dans l'ensemble, il y a eu pas mal de frustrations, donc dans l'ensemble, ça a raté. Après, ça dépend aussi de la richesse que chacun a apporté à certaines scènes. Toi, Amir, étant donné que tu es hacker, que tu vas pouvoir justement triper sur l'informatique et tout ça, forcément pour toi, ça va être très riche les scènes d'enquête, course contre la montre et tout, parce que tu vas pouvoir, en tant que joueur, faire preuve d'énormément de créativité. Dire, j'hack les machins, je regarde la sécurité de ceci, cela. Donc en fait, t'es en plein brainstorming. Là où par exemple, Lexa, qui est plutôt une femme d'action, elle est là, pendant que l'autre il fait ses trucs sur le PC, moi je m'emmerde un peu, quoi. Quand est-ce que Lexa, elle avait pris le métro, enfin le serpent, ouais. Et elle a fait la visite de tous les fragments. Ouais, et vrai. pour la joueuse qui aime bien les histoires, je pense que c'était intéressant. C'était très chouette. Ouais. C'est vrai, mais c'est juste une question de le temporalité. moment où je recroise un type que j'ai vu en fait dans Sens Renaissance, dans la base de Néméo. Néméo, ouais. Et le moment où je réalise que dans le réverbère, en fait, les créatures qu'on voit, en fait, c'est des terriens. Ouais. C'était important, quoi. Voilà. Donc, comme dit Météor, on s'échoue sur la Lune, on s'écrase sur la Lune. Je sais plus comment Météor le dit. Et là, vraiment, on se brise sur la Lune. Vous êtes brisé sur la Lune, c'est ça. Là, vraiment, moi, je trouve en tout cas que ça a bien fonctionné. On arrive enfin, pour moi, en tant que meneur, dans le jeu dans lequel je me sens bien, où je suis à l'aise. Vous aurez remarqué peut-être que j'ai lâché les livres aussi depuis quelques temps. Je maîtrise sans les livres dans les mains. T'as essayé de les reprendre plusieurs fois, puis à chaque fois t'as dit fuck. Fuck les livres, c'est bon, j'abandonne le by the book. Et c'est aussi une des dynamiques apportées par Sens Mort. C'est-à-dire que dans Sens Renaissance, on suit une histoire. Dans Sens Mort, on est dans un bac à sable dans lequel vous allez être l'histoire. Et la disparition des immortels à ce titre-là est très significative. Soren est parti, Wilfried est parti, Finn Longfinger il est au fond du trou, on peut dire qu'il est parti. Donc c'est vous les maîtres du jeu maintenant, et on va voir ce que vous allez faire de cette liberté. Ça va m'intéresser beaucoup de voir ce que vous allez en faire. Voilà. Allez, je vous remercie vraiment à fond d'avoir participé à ces 2 autres épisodes. On se rejoindra un autre week-end pour faire la suite et pour faire un autre débrief. Merci à vous. Merci. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut. Bye bye.